Bienvenue à cette conférence donc, organisée par l'Aube. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Aube, je vais présenter d'abord et après Clément nous parlera plus de la conférence en elle-même. Donc l'Aube, c'est l'association étudiante d'éthologie, gérée par les étudiants en master d'éthologie de Rennes. Et on est là pour ramener un peu plus d'éthologie à Rennes, à l'université, mais aussi ramener plus d'éthologie dans la vie de tout le monde, en faisant de la vulgarisation à destination de publics intéressés par la science ou moins scientifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on fait aussi beaucoup de vulgarisation là-bas. Et donc là, vous avez un petit échantillon de ce qu'on peut faire en contactant des personnes dans le milieu de l'éthologie. Merci. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Merci à ceux qui sont en ligne aussi. Ce soir, on a la chance d'accueillir Maël Leroux qui va nous présenter les origines de la syntaxe, notamment chez les humains et les chimpanzés. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Maël Leroux. S'il pouvait y avoir cette ambiance à chaque fois que je fais cours, ça serait Merci beaucoup d'être venu. Je vais essayer de rester dans le cadre de la caméra pour ceux qui sont en ligne, mais je vais avoir du mal parce que je bouge beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, du coup. C'est cool. Moi, je vais du coup vous parler de la syntaxe, mais chez les chimpanzés, et on va essayer de retracer l'histoire évolutive de la syntaxe ensemble. Pour les étudiants en master d'éthologie, et je m'excuse parce qu'il va y avoir pas mal de choses dont on a parlé en cours ou dont on va parler en cours le semestre prochain. Mais normalement, je vous ai préparé quelques trucs, notamment à la fin, qui vont être un peu nouveaux pour vous, j'espère. Ok, donc de quoi on parle déjà? On parle du langage humain. Ah oui, aussi. Alors attendez, déjà ça. Oui. Donc, toutes mes slides sont en anglais parce que j'ai pas eu le temps de toutes les faire en français, mais je vais parler en français. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et j'essaye de ne pas avoir beaucoup de texte sur mes slides, donc en vrai, normalement, on s'en fout. Le langage humain, qu'est-ce que c'est? C'est la caractéristique, le trait fondamental qui semble nous distinguer de n'importe quelle autre espèce animale. Donc, les humains, c'est des animaux. Et les humains, du coup, se distinguent des autres espèces animales par ce langage. Et c'est quoi ce langage? C'est un système de communication ultra complexe. Et il est notamment ultra complexe. Pourquoi? Parce qu'on est capable de ce qu'on appelle un pouvoir génératif infini. En gros, je peux vous raconter tout et n'importe quoi. Et ça, c'est grâce à notre syntaxe. Et notamment notre syntaxe compositionnelle. Ouh, ça va être chiant. Et notamment notre syntaxe compositionnelle. Et c'est quoi la syntaxe compositionnelle et en quoi c'est lié à ce pouvoir génératif infini? La syntaxe, c'est notre capacité à combiner des unités porteuses de sens en structures plus complexes. Autrement dit, on combine des mots en phrases. Et c'est ça qui va nous permettre, et donc ça c'est de la syntaxe compositionnelle dans le sens où le sens de la phrase qu'on forme est dérivé directement du sens des mots qui composent cette phrase. Donc si je vous dis voiture rouge, vous comprenez que c'est voiture et vous comprenez que c'est rouge. Et pourquoi cette syntaxe nous donne un pouvoir génératif infini? C'est parce qu'on est capable de dériver du coup le sens de n'importe quelle phrase en fonction du sens des mots qu'on utilise pour construire une phrase. Et la seule limite qu'on a, c'est notre mémoire, parce que les phrases à rallonge, au bout d'un moment, on ne se rappelle plus du début, et deux, notre imagination. Donc, je peux vous dire voiture rouge, mais je peux vous dire aussi le chat rose avec des yeux marrons qui a été droppé ici par des extraterrestres la nuit dernière, a chassé l'oiseau bleu avec des plumes vertes, qui s'est envolé dans l'amphi A du bâtiment 2 de Beaulieu et qui maintenant se retrouve sur la planète Mars. A priori, c'est la première fois que cette phrase a été prononcée dans toute l'histoire de l'humanité, Hourra. Et vous avez complètement été capable, même si c'est un peu un truc farfelu, vous êtes complètement capable de comprendre le sens de cette phrase.
Et pourquoi? Parce que vous êtes capable de comprendre le sens de chacun des mots et d'assembler ensemble ce sens de ces mots en fonction de règles grammaticales, de règles syntaxiques. Donc les verbes, sujets, compléments, tout ça. Et donc l'idée, puisque cette syntaxe nous donne ce pouvoir génératif infini et que c'est ce pouvoir génératif infini qui semble distinguer notre langage de n'importe quel autre système de communication animal, on cherche à savoir si c'est vraiment le cas. Et donc l'idée que je me pose, moi, c'est est-ce que finalement on peut retrouver... Ah, ouais, ça va être très chiant, hein. C'est est-ce qu'on peut retrouver des systèmes syntaxiques chez d'autres espèces que les humains? Et donc, il y a plusieurs études qui démontrent la présence de syntaxe, de proto-syntaxe, donc de formes rudimentaires de syntaxe chez d'autres espèces. Donc, on en voit par exemple chez des oiseaux, chez des suricates, des mangoustes, etc. Chez les primates aussi. Et donc, ces différentes études qui montrent de la syntaxe ont un intérêt évolutif double. Le premier intérêt évolutif, c'est chez les primates, on se dit, OK, les primates sont nos plus proches parents, donc d'un point de vue phylogénétique, ça nous permet de retracer les origines évolutives de la syntaxe. S'il y a de la syntaxe chez l'humain et qu'il y a de la syntaxe chez tous les autres primates, en gros, la syntaxe n'est pas unique à l'humain, mais est héritée d'un ancêtre commun aux primates. Donc il y a 45 millions d'années, voire plus. Sauf qu'on observe ça aussi chez d'autres espèces animales, notamment des oiseaux, où là, la présence de syntaxe chez ces espèces nous apporte un autre élément d'intérêt pour étudier l'évolution de la syntaxe, c'est étudier les facteurs évolutifs responsables de l'émergence de cette syntaxe. Et ces oiseaux qui ont de la syntaxe ont des systèmes sociaux ultra complexes avec de l'élevage coopératif des jeunes, etc. Et donc, il y a un argument qui fait que voilà, si ces oiseaux ont ce système social ultra complexe avec l'élevage coopératif des jeunes et que les humains sont aussi assez spéciaux par rapport aux autres animaux parce qu'ils ont un système social ultra complexe et parce qu'ils ont un élevage coopératif des jeunes, ça veut dire que cet élevage coopératif des jeunes est responsable de l'émergence d'un système syntaxique. Donc chez les primates, on se dit, OK, les origines de la syntaxe, c'est évolutivement plus ancien, c'est hérité d'un ancêtre commun. Chez les oiseaux, on se dit, c'est de l'évolution convergente. Donc ça a évolué indépendamment dans ces deux espèces-là parce qu'il y a des facteurs évolutifs convergents, la socialité. Et moi, je vous rappelle, ma question, c'est... donc, a priori, voilà, on a de la protosyntaxe chez différentes espèces animales, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a de la protosyntaxe chez les singes, mais on a aussi de la protosyntaxe chez des espèces plus éloignées phylogénétiquement. Et donc, la question se pose de savoir si oui ou non, cette syntaxe qu'on observe chez l'humain est bel et bien unique, propre à l'humain, en tant que syntaxe dans notre langage, ou est-ce qu'on peut retracer son origine phylogénétique plus avant dans la lignée des primates? Et en fait, cette question, on ne peut pas encore y répondre pour la simple et bonne raison que si on a des données chez les singes, on n'a aucune donnée qui porte sur la syntaxe chez les grands singes. Or, s'il nous manque tout un pan de l'évolution, donc les grands singes qui sont les plus proches parents des humains, euh, et qu'on n'a pas de données chez les grands singes, mais qu'on a des données chez des singes, on ne peut pas distinguer si oui ou non c'est la même capacité de syntaxe qu'on observe chez l'humain et chez les singes, ou si c'est comme chez les oiseaux, de l'évolution convergente. Est-ce que vous me suivez? C'est pas hyper évident comme principe. Donc l'idée, c'est d'essayer d'écarter cette hypothèse d'évolution convergente et de confirmer que la syntaxe qu'on observe chez les primates, c'est la même chose que ce qu'on observe chez les singes, chez les humains. Et donc, la seule manière de confirmer ça, c'est de voir si on a aussi de la syntaxe chez les grands singes. Et donc, c'est la question que moi je me pose et c'est la question qu'on va essayer de répondre, à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui ensemble. Et donc, ça a fait l'objet de ma thèse, notamment de doctorat, où j'ai commencé à étudier la syntaxe chez les chimpanzés. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai regardé comment les chimpanzés combinent leurs cris. Donc, les chimpanzés, ils ont un répertoire vocal de 15-20 cris en fonction des classifications. Et donc, j'ai regardé comment ces chimpanzés
combinent leurs cris, donc combinent des unités porteuses de sens en structures plus complexes. Donc, est-ce qu'ils font des phrases? Donc, j'ai regardé ça d'abord, on y reviendra. Ensuite, je me suis arrêté sur certaines combinaisons de cris qui semblaient un peu prometteuses pour essayer de comprendre la nature un peu du sens de ces combinaisons. Et ensuite, j'ai vérifié expérimentalement si ces combinaisons étaient bien interprétées comme de la syntaxe par les individus qui entendent ces combinaisons. Donc, c'est pas suffisant de voir que les chimpanzés combinent des cris entre eux. On a besoin de montrer qu'ils comprennent ces structures comme de la syntaxe, comme des phrases. Et donc, ils comprennent un certain nombre de règles, de grammaticales, etc. Et donc, c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui, là, tout ce temps-là. Et donc, on va commencer par cette première étude où on a essayé de voilà, documenter les combinaisons de cris chez les chimpanzés. Et donc, pour faire ça, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai passé, en l'occurrence, là, pour cette étude, c'était 18 mois en Ouganda, en Afrique de l'Est, dans une forêt qui s'appelle la forêt de Budongo, où j'ai étudié une communauté de chimpanzés, la communauté de Tsonso. 75 individus. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai passé mes journées à suivre les individus de cette communauté et à enregistrer toutes les vocalisations que ces individus produisaient. Et j'ai corrélé la production de ces vocalisations avec qui produit la vocalisation, le sexe du producteur, etc., etc., des données de contexte aussi. La première chose que j'ai fait, c'est voir comment ils combinent ces cris. Et donc, j'ai regardé à chaque fois que deux cris étaient combinés. Donc, je considère deux cris comme étant combinés s'ils ont moins de 2 secondes entre 2 secondes de silence entre les deux cris. C'est hyper subjectif, c'est hyper problématique parce que le silence dans le langage humain a du sens, mais bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc, j'ai regardé voilà, les combinaisons de cris chez les chimpanzés et la première chose que j'ai fait, c'est j'ai essayé de quantifier le caractère aléatoire de ces cris. En gros, j'ai essayé de distinguer qu'est-ce qui est complètement aléatoire. En gros, je vois un arbre, je dis arbre, je vois une banane, je dis banane, et je vois une chaise, je dis chaise. Wow, c'est dur à dire. Et donc ça, c'est complètement aléatoire. C'est juste, je passe d'un contexte à l'autre, et puis voilà. Et donc, j'ai distingué ça des structures non aléatoires, donc des structures qui ont potentiellement du sens, qui sont potentiellement des phrases, etc. Pour faire ça, j'ai utilisé des analyses de colocation, de linguistique, on s'en fout, on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, ces analyses, elles permettent de distinguer ce qui est aléatoire de ce qui n'est pas aléatoire. Et ça utilise un système où, par exemple, dans un texte, l'analyse de colocation va vous dire, bon, bah, il y a boire du café, c'est non aléatoire. Il y a aller à la maison, c'est non aléatoire. Par contre, non, aller au café, c'est non aléatoire. Mais par contre, boire la maison, là, c'est complètement aléatoire. Et donc ça va permettre de distinguer quelles associations de mots enfin, quelle association de mots est non aléatoire, et donc chez les chimpanzés, quelle association de cris est non aléatoire, et donc potentiellement porte du sens. Hop, on s'en fout. En gros, j'ai 150 séquences chez les chimpanzés qui sont divisées en sous-séquences pour avoir des associations 2 à 2. Donc, si j'ai une séquence ABC, je vais rediviser en AB et BC pour voir les associations. Et donc, ça, c'est le jeu de données. Le jeu de données, ce qu'on voit en haut, c'est le premier cri produit. Ce qu'on voit en ligne, c'est les deuxièmes cris produits. Et donc là, c'est les données brutes. Donc, si vous regardez le Penthoot, c'est con, est-ce qu'on voit ma souris quand je fais ça? Non. Si. Donc, si vous regardez le Penthoot ici, associé avec le foot call, on voit que, donc ces deux cris, on en reparlera, on voit que c'est associé 35 fois, etc., etc. L'analyse de colocation, elle me donne ensuite des valeurs de colocation qui m'indiquent à la fois la force d'attraction entre deux cris et la direction. Toutes les valeurs négatives indiquent que les deux cris se répulsent. Ils ne s'associent jamais ensemble. Donc en gros, on s'en fout. Donc on les élimine. Tout ce qui nous intéresse, c'est les valeurs positives, les valeurs pour lesquelles les cris sont associés ensemble et on voit des combinaisons de ces deux cris.
Après, ça te donne une indication aussi de l'intensité d'attraction de ces deux cris-là. Et pour être significatif, mais en gros pour avoir un seuil non aléatoire d'association, il faut être au-delà de 1,3. C'est un peu subjectif, mais bon, voilà. Et donc ici, on a les 15 combinaisons de cris chez les chimpanzés qui sont non aléatoires et qui sont donc potentiellement porteurs de sens. Donc c'est super. Là, la question que je me suis dit, que je me suis posée, c'est en gros, ok, on voit que les chimpanzés ils produisent des cris. Euh, Pourquoi? Pourquoi est-ce que les chimpanzés produisent des cris? Et donc c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure avec les oiseaux. Il y a cette hypothèse de la complexité sociale qui dit que plus on est social, plus on va avoir besoin de communiquer les uns avec les autres. Parce que l'acte de communiquer, c'est avant tout social. C'est pour coordonner le groupe, etc. Et donc, il y a cette hypothèse-là. Et donc, j'ai testé cette hypothèse chez les chimpanzés, où j'ai regardé si les combinaisons de cris pouvaient aider les chimpanzés à naviguer un peu leur système social, leurs relations sociales, etc. Et donc, j'ai regardé différents trucs. J'ai regardé, est-ce que les individus qui sont socialement plus challenged, plus en difficulté, est-ce que les individus qui sont socialement plus en difficulté, genre les femelles ou les mâles qui sont de rang inférieur, vont avoir besoin de plus produire de combinaisons? Et j'ai regardé aussi si les situations qui sont socialement plus difficiles, plus compliquées, plus complexes, génèrent aussi plus de production de prix de combinaisons de créer. Et donc, sans surprise, les individus qui sont socialement plus en difficulté et les situations socialement plus complexes sont la source de production de plus de combinaisons chez le chimpanzé. Donc, le fait de combiner des cris chez les chimpanzés leur sert à mieux appréhender leur monde social, interagir les uns avec les autres, etc. Pas hyper étonnant, mais bon, voilà, au moins on l'a montré. Donc voilà, les chimpanzés combinent les cris. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est ce que je me suis posé comme question avec cette combinaison de cris, le penthoot avec les foot calls. On revient dessus. Avant d'aller dans le sens de cette combinaison et qu'est-ce que cette phrase en gros veut dire pour les chimpanzés, on s'est d'abord arrêté sur, enfin, on a d'abord confirmé que cette combinaison était vraiment une combinaison. Donc la première chose à faire, c'était vérifier que dans notre tableau, c'était bien non aléatoire. Donc c'est pas par hasard que je vous en ai parlé, c'est 24, le chiffre statistique de cette association entre penthoot et footcall, c'est 24, c'est le plus fort, la plus forte association entre deux cris, donc c'est non aléatoire, potentiellement porteur de sens. Euh, la deuxième, enfin, ah oui, mais d'ailleurs, oups, en fait, je vais d'abord vous dire ce que ces cris sont. Le penthoot chez le chimpanzé, c'est un cri de longue distance. Donc, c'est produit dans plein de contextes différents. Ça peut être lorsqu'un individu voyage, marche dans la forêt, lorsqu'il est en train de se nourrir, lorsque il repère un autre groupe, etc. Et donc, ils vont produire ce cri qui encode l'identité de l'individu. En gros, ça veut dire c'est moi, je suis là. Les food calls, comme son nom l'indique, c'est pour signaler la présence de nourriture. Et donc les chimpanzés le combinent souvent. Enfin, moi, ce que j'ai observé pendant mes collectes de données, c'est qu'ils combinaient ces deux cris quand, en gros, un individu était en train de se nourrir et qu'il était rejoint par d'autres individus à cette source de nourriture. Et donc ça ressemble à ça. Voilà. C'est pas triste. Et du coup, donc, voilà, on revient sur le fait que la combinaison. Ouais, c'est bon, ça change. Du coup, voilà, on a confirmé que la combinaison était non aléatoire. La deuxième chose qu'on a besoin de faire, c'est de vérifier que, voilà. C'est de vérifier que cette combinaison est bien une combinaison. C'est-à-dire que, par exemple, château, c'est pas vraiment une combinaison de chat et eau. C'est pas un chat qui est dans l'eau et du coup on dit château. Ou butterfly en anglais, par exemple.
Et donc, il faut vérifier que cette combinaison est bien une combinaison de deux cris indépendants. Et donc, on fait ça notamment grâce à des analyses acoustiques où on étudie la structure acoustique des cris pris en isolation et on la compare avec les cris qui sont dans la combinaison. Donc ici, en l'occurrence, on isole des éléments particuliers de ces cris. Donc en A, la phase introductive du penthoot, en B, la phase climactique du penthoot, et en C, le premier élément du foot call. Et donc acoustiquement, on voit déjà qu'il y a un parallèle quasiment identique, en gros, entre l'écrit en isolation en jaune et l'écrit en combinaison en bleu. Et donc, on voit un matching acoustique à peu près parfait entre les deux. Donc, on a une première indication que les cris qu'on observe dans les combinaisons, c'est la même chose que ce qu'on observe en dehors des combinaisons. Mais il faut quand même vérifier que le sens de cette combinaison est un peu différent, mais dérivé du sens des mots qui la composent. Et donc, c'est là où on commence à s'intéresser au sens de cette combinaison. Et donc, pour étudier le sens de cette combinaison, pareil, on retourne sur le terrain et là, on va se concentrer sur ce qu'on pense être pertinent. Et donc, notamment, les moments où les individus se nourrissent. Donc, dès qu'ils se nourrissent, on va collecter toutes les vocalisations qu'ils vont produire. Et dès qu'ils produisent une combinaison, on va s'assurer d'avoir une compréhension complète du contexte dans lequel cette vocalisation est produite, cette combinaison, pour essayer d'en comprendre le sens. Et donc, on a regardé plusieurs choses. On a regardé si cette combinaison était produite davantage lorsque les patchs de nourriture étaient plus grands. En gros, est-ce que je produis cette combinaison spécifiquement lorsqu'il y a un gros patch de nourriture et qu'il faut que je prévienne les autres de cette nourriture? On a regardé aussi la qualité de la nourriture. En gros, si j'ai des bananes, enfin en l'occurrence des figues, s'il y a des figues, je vais préférer ça et donc je vais peut-être plus appeler les autres à cette source de nourriture que si c'est des feuilles, par exemple. Et enfin, on a regardé l'effet de- d'individus qui rejoignent d'autres individus. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, quand j'ai observé, quand j'ai fait mon étude pilote, j'ai observé ces combinaisons qui étaient produites et j'ai noté, OK, à chaque fois que cette combinaison est produite, il semblerait qu'un individu vient d'arriver et se joint à cet individu qui se nourrit et qui va produire cette combinaison. Et donc, on a vérifié ça, on a regardé si oui ou non, quand les individus rejoignent un groupe qui se nourrit, est-ce qu'il y a plus de combinaisons qui sont produites. Aucun effet de la qualité de la nourriture. Donc, si c'est des fruits versus si c'est des feuilles, les chimps, ils s'en foutent. Par contre, il y a un effet sur la taille du patch de nourriture. Donc, les chimpanzés vont produire cette combinaison, donc signaler la présence de nourriture et qui est présent à cette nourriture, spécifiquement lorsque le food patch est gros. Et ils vont le faire aussi beaucoup plus lorsque des individus vont les rejoindre, et spécifiquement lorsque des individus de haut rang vont les rejoindre, tout à droite. Donc en gros, quand il y a le mâle alpha qui rejoint le groupe qui se nourrit, tous les chimpanzés qui se nourrissent vont produire cette combinaison et donc vont dire c'est moi, il y a de la nourriture, machin. Pourquoi? Donc là, on se pose la question de quelle serait la fonction de cette combinaison, pourquoi les chimpanzés combineraient ces deux cris-là. Et donc, il y a deux éléments qui peuvent nous aider à comprendre cette fonction. Le premier, c'est qu'on sait que les chimpanzés produisent des food calls seuls et que ces food calls sont produits davantage lorsqu'il y a des agressions. Et surtout, ils sont produits après les agressions plutôt qu'avant. Et donc, les food calls, ça servirait une fonction un peu d'apaisement. En gros, s'il y a de l'agression qui se passe pendant les séquences de nourrissage, les individus vont produire ces food calls pour dire chill, on est en train de se nourrir, il y a pas mort de chimpanzé. Et donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on sait que chez les macaques notamment, et chez d'autres espèces, mais chez les macaques, c'est très connu, si les femelles découvrent une source de nourriture. Ce qui se passe bien souvent, c'est qu'elles vont cacher la découverte de cette nouvelle source de nourriture, donc elles ne vont pas appeler les autres, elles ne vont pas prévenir avec des cris et tout ça. Ce qui fait que quand les individus viennent, ensuite les mâles, en gros,
Donc elles font ça pour pouvoir choper des fruits et tout ça, parce qu'après, il y a de la compétition, etc. Par contre, quand les mâles arrivent et qu'ils découvrent cette source de nourriture et qu'ils découvrent que des femelles s'en sont mis plein la panse pendant que eux, ils n'étaient pas au courant, là, le risque d'agression pour les femelles est accru, beaucoup plus que si elles avaient prévenu les mâles, au point où elles peuvent parfois perdre l'accès à cette nourriture. Et donc là, il y a un bénéfice net pour les mâles, évidemment, d'accès à la nourriture et une perte sèche des femelles pour l'accès à la nourriture si elles ne préviennent pas. Et donc les chimpanzés, l'hypothèse, c'est que en gros, quand il y a un groupe qui se nourrit et qui voit un mâle alpha arriver, qu'ils ont probablement pas prévenu avant qu'il y avait une bonne source de nourriture, enfin une grosse source de nourriture, ils vont essayer de se corriger, dire au mâle alpha qui arrive, ah, c'est moi, il y a de la nourriture, etc. Comme ça te crée en plus une bonne réputation. Tu dis bien, genre, c'est moi qui ai découvert cette source de nourriture et qui te dit à toi. Et ça va avoir pour fonction d'éviter que des agressions, enfin, que des agressions se passent en fait entre les individus, entre le mâle alpha qui arrive et les individus qui sont en train de se nourrir. Et donc, en signalant la présence d'une source de nourriture et qui a découvert cette nourriture lorsqu'un individu de haut rang arrive, ça peut diminuer le risque d'agression pour ces individus qui se nourrissent. Donc, ce serait la fonction de cette combinaison. Est-ce que c'est syntaxique? Pour l'instant, on n'a que des hypothèses et on se base sur la littérature. Chez les singes Diane, par exemple, Cercopithèque Diane, on sait que ces dianes, ils ont trois cris. Enfin, ils ont plein d'autres cris, mais ils ont notamment trois cris qui vont combiner ensemble. Les cris en rouge, c'est des cris qui sont produits dans des contextes spécifiques, soit socio-négatifs, soit socio-positifs. Le cri A en bleu en bas, c'est un cri de contact, un peu comme le pet hoot, qui signale l'identité des individus. Et donc, comme les chimpanzés, les dianes vont combiner les cris de contexte avec les cris d'identité pour signaler qui fait quoi, en gros. Et ça a été argumenté dans la littérature et soutenu notamment par des linguistes que ces cris peuvent ressembler à ce qu'on appelle des subject-predicate structures, donc des sujets-prédicats. Sujet-prédicat en linguistique, c'est quoi? C'est Jeanne mange. Et donc, on a la même chose chez nos chimps où on aura Cato mange, et voilà. Et donc ici, on a une forme rudimentaire, on aurait une forme rudimentaire de syntaxe. Donc ça a l'air assez chouette et tout, on se dit c'est cool, mais on a besoin de le confirmer. Et comment on confirme ça? On confirme ça grâce à des expériences de repasse. Donc là, on veut confirmer que les individus qui entendent les combinaisons de cris comprennent ces combinaisons comme une phrase, et pas simplement un cri A plus un cri B, et puis du coup, je suis contexte A plus contexte B. Et donc, pour vérifier si on a vraiment de la syntaxe et une compréhension syntaxique de ces cris de ces combinaisons de cris chez les chimpanzés, là, on a regardé davantage cette combinaison qui est le Lanhu-Wawa. Le Lanhu, c'est un cri d'alarme que les chimpanzés produisent lorsqu'ils sont effrayés ou surpris. Donc, ça peut être lorsqu'ils voient un serpent, ça peut aussi être parce qu'ils voient une antilope qui passe par là, qu'ils n'avaient pas prévu. Et donc, voilà, ils sont un peu surpris, ils sont un peu con des fois, mais voilà. Et donc, ils produisent ce cri d'alarme comme ça. Le wabark, c'est un cri de recrutement qui est produit dans différents contextes, notamment lors de chasse. Et les chimpanzés vont produire ce cri de recrutement pour recruter de l'aide. Et je vois Clément donc je pense qu'il sait de quoi je parle. Et donc, ils vont produire ce cri de recrutement pour recruter de l'aide, donc d'autres individus, d'autres membres du groupe, d'autres chimpanzés, pour les aider à chasser. Et ça va, en gros, plus on est nombreux pendant une chasse, plus le succès de cette chasse va être assuré, en gros. Et donc voilà, donc il y a ces deux cris-là. Et moi, pareil, ce que j'ai noté dans une étude pilote, en gros, je me balade dans la forêt sans trop d'objectifs et je vois ce qui se passe. Et donc là, j'ai regardé, j'ai vu, et notamment une situation où j'avais un groupe une cinquantaine de chimps qui se nourrissaient sur un figuier. Donc les figuiers, c'est pas les figuiers qu'on a ici, c'est des figuiers qui font 50 mètres de haut avec des circonférences de 50 mètres pareil. Enfin voilà, c'est immense, 50 chimps dedans.
Et il y a une petite chimpanzé femelle subadulte qui s'en va parce que je sais pas, elle en avait marre. Et donc elle s'en va. Et donc moi je décide de la suivre parce que je trouve ça un peu, voilà, je me dis, bon, je sais pas ce qui va se passer, donc je la suis. Et on fait 150 mètres. Donc il faut savoir que dans ces forêts, en gros, on a une visibilité à 50 mètres. Passé 50 mètres, on ne voit plus rien. Enfin, on perd la visibilité avec les feuilles, les lianes et tout ça. Et donc on s'éloigne à 150 mètres. Donc on entend le groupe, mais on ne le voit plus, qui est resté dans le figuier. Et à un moment, cette femelle, cette subadulte, elle commence à produire cette combinaison de cris. Et là où je me suis dit qu'il y avait un truc d'intéressant, c'est que dès qu'elle produit cette combinaison de cris, tous les chimpanzés qui étaient dans le figuier l'entendent, arrêtent de se nourrir dans le figuier, qui est un fruit qu'ils adorent. Ils descendent tous et toutes, du coup, tous les chimpanzés, et ils rejoignent cette subadulte. Et donc, ils rejoignent cette tube adulte, et ensuite ils montent dans les arbres, ils commencent tous à crier, à produire plein de cris, etc. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et on a vu ensuite un mamba, un Jameson mamba, c'est un serpent, qui s'est fait la malle. Et c'est un serpent mortel, etc. Et donc là, on s'est dit, bon, bah, en fait, voilà, il y a quelque chose. Enfin, la femelle, elle produit cette combinaison. Et les 50 chimps qui n'auraient jamais bougé parce que c'est des figues, par exemple, si elles se faisaient agresser par un autre mâle ou quoi, ils en auraient rien à foutre. Mais par contre, dans cette situation-là où elle produit cette combinaison, tout s'arrête et ils vont la voir. Donc il y a quelque chose. Ça ressemble à ça. Le premier cri est hyper léger, donc faut tendre l'oreille. On le entendra tout à l'heure. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc moi je vois ça, c'est une anecdote hyper intéressante, mais c'est une anecdote, on ne peut rien en faire. Donc on a besoin de vérifier que cette combinaison, elle est bien associée à ce contexte-là. Et donc ce que j'ai fait, avec grand plaisir, parce que c'était très fun, j'ai fait des expériences de présentation de serpents, des faux serpents imprimés en 3D que j'ai présentés aux chimpanzés. Donc ça, et c'est super fun parce que évidemment, enfin c'est super fun, pauvre chimpanzé, mais voilà, c'était un moment épique. Et donc qu'est-ce qu'on fait? En gros, on suit un chimpanzé. On attend que ce chimpanzé se balade dans la forêt, soit un peu seul. Vu qu'on bosse avec des collaborateurs et collaboratrices sur le terrain qui sont hyper forts et hyper fortes, qui savent traquer les chimpanzés et qui savent exactement où ils vont, les chemins habituels, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on prédit le chemin de ce chimpanzé qui se balade, on cache un serpent derrière un arbre, sous des feuilles, machin, on attend que le chimp arrive au niveau de notre cachette et de notre serpent, on tire sur une ficelle qui est attachée au serpent, ça rend le serpent visible et ça nous donne ces merveilleuses vidéos. Et donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on regarde ce que font les chimpanzés lorsque on tire le serpent et qu'ils voient le serpent. Et on regarde deux choses. On regarde est-ce que les chimpanzés vont produire cette combinaison en fonction de si, oui ou non, il y a des autres chimpanzés autour qui sont potentiellement recrutables, qui peuvent les aider? Et on regarde ce que font ces chimpanzés qui peuvent les aider. Et donc, bingo, les chimpanzés produisent cette combinaison uniquement lorsqu'ils savent qu'il y a des individus autour qui peuvent les aider. Si tous les individus qui sont autour sont déjà là, ils ne vont pas produire cette combinaison. Aucun intérêt, tout le monde est déjà là, tout le monde a vu le serpent. Si il y a des individus qui sont autour, mais que les chimpanzés ne sont pas au courant, donc ça arrive par exemple quand un chimpanzé se balade et qu'il y a des groupes qui sont silencieux dans les arbres, il va pas produire ce cri-là. Et s'il est tout seul, il va pas produire cette combinaison non plus. Donc ça, c'est bingo. Et ensuite, on a regardé qu'est-ce que font les autres chimpanzés autour quand ils entendent cette combinaison ou quand il n'y a pas de combinaison produite. Quand il n'y a pas de combinaison produite, il n'y a personne qui vient. Et pourtant, le chimpanzé qui découvre le serpent, il ne peut pas s'empêcher en général de produire quand même des cris d'alarme. Il produit quand même un coup parce qu'il est surpris et tout ça. Et donc ça, c'est un peu pris indépendamment de s'il y a du monde ou pas. C'est juste une réaction un peu réflexe. Mais malgré ça, il n'y a aucun autre chimpanzé qui va venir voir ce qui se passe parce que ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Bon. Par contre, quand la combinaison est produite, là, on a en général 5 à 6 individus.
c'est monté jusqu'à 18 individus autour qui rejoignent l'individu qui pousse enfin, qui produit ces combinaisons. Donc c'est assez cool, ça permet de confirmer ce qu'on pensait, enfin l'anecdote en gros que voilà, dans cette situation où il y a un serpent et qu'il y a des individus recrutables autour, on va produire cette combinaison de cris. Donc maintenant, comment on fait pour confirmer que c'est de la syntaxe? On fait des expériences de repasse. Donc les expériences de repasse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des expériences où on va diffuser par haut-parleur les cris pour voir la réaction des chimpanzés et confirmer le sens que ces cris, cette combinaison ont. Mais je vais vous parler vite fait quand même de comment on fait ces repasses parce que c'est un bordel monstre et ce serait dommage que vous ne rendiez pas compte du travail que c'est. Donc déjà, les repasses, ça veut dire haut-parleur. Haut-parleur, il faut que l'expérience soit réaliste. Donc, si on se balade avec notre petite Bose ou notre petite JBL, ça marche pas parce que les chimpanzés, enfin, il n'y a pas les graves, les sons graves des chimpanzés et tout, ne peuvent pas être produits par des petits speakers et tout ça, des petits haut-parleurs. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un haut-parleur euh, énorme qui faisait 20 kilos et que j'avais sur mon dos, caché dans un sac, comme si c'était mon sac où j'avais mon matériel et tout ça, pour que les chimpanzés se disent pas, ah bah il y a le haut-parleur, donc il va y avoir des trucs, donc il fallait éviter l'habituation. Et donc, on se balade avec 20 kilos sur le dos pendant une vingtaine de kilomètres tous les jours. Donc, on perd 10 kilos. C'est super. Donc voilà, déjà ça c'est chiant. Et ensuite, pour arriver à faire des expériences, il faut arriver à réunir des critères hyper précis pour des raisons scientifiques, logistiques, éthiques. Scientifique parce qu'il faut que ça soit robuste, il faut que ça soit toujours la même chose. Éthique parce que il faut que les animaux, enfin, il faut que ça soit fait en sorte que les animaux entendent pas trop souvent ces cris pour éviter l'habituation et tout ça, mais aussi parce que ça peut les stresser. Donc, on a un devoir éthique de diminuer et de réduire le stress au maximum. C'est la règle des 3 R. Et aussi, il faut faire attention à ce que les animaux n'entendent pas leur propre voix. Parce que what the fuck, enfin, les chimpanzés, ils se disent, il y a un truc qui est chelou, quoi. Donc, ça veut dire que logistiquement, c'est ultra compliqué. Et c'est pour ça qu'on collabore avec beaucoup de gens sur place qui sont essentiels, et on en parle vraiment trop peu, mais ces personnes sont essentielles pour la réalisation des projets de recherche qu'on fait. Sans eux et sans elles, on n'y arriverait pas. Donc, la première chose qu'on doit faire le matin, c'est on se lève et on écoute pour essayer de repérer les chimpanzés. Parce que c'est une forêt qui fait des milliers de kilomètres carrés. On a une idée du territoire des chimpanzés, mais c'est plusieurs kilomètres carrés aussi. Donc c'est un peu chaud. Donc on attend, on écoute. La veille, on sait où ils étaient, donc on se dirige un peu, on les trouve. Super. Il faut qu'on trouve notre call provider, donc le chimpanzé dont on va utiliser les cris pour diffuser par haut-parleur. Parce que c'est ce chimpanzé qu'il ne faudra absolument pas qu'il entende ses propres cris. Donc ça, c'est la première chose à faire le matin. On a trouvé notre call provider, c'est super. Et là, on laisse Dennis, ici, qui va suivre ce chimpanzé toute la journée. Et il va nous dire par radio, et des fois on est trop loin, donc ça va être par téléphone, sauf qu'on ne capte rien, donc c'est compliqué, mais voilà. Euh, on a des systèmes de sifflement aussi qui nous permettent de nous assurer qu'on n'entend pas aux alentours. Et donc voilà, il y a Denis qui va suivre ce chimpanzé qui va nous dire, bon bah voilà, ce chimpanzé il est là, tu t'éloignes à plus de 300 mètres minimum de ce chimpanzé pour s'assurer qu'il n'entendra pas la diffusion par haut-parleur. Et donc là, nous, on cherche notre sujet. Notre sujet, il est bien précis, donc on en a 6 sur une communauté de 75. Donc déjà, il faut trouver le chimpanzé dans tout le territoire, machin, c'est pas joyeux, mais il y a Bosco qui connaît cette communauté de chimpanzés par cœur. Et donc, par exemple, je lui dis, je veux trouver Koutou, cette femelle. Il va te dire, ah non, mais attends, on est en mai, c'est évident qu'elle va être au spot d'argile parce qu'elle va vouloir boulotter de l'argile. Très bien. Et il avait évidemment toujours raison. Donc, j'ai très vite appris à lui dire qu'est-ce qu'on fait et à suivre. Donc, une fois qu'on a trouvé notre sujet, c'est super. Mais il faut ensuite que notre sujet soit éloigné de n'importe quel autre individu. Pourquoi? Parce qu'on veut que Donc, pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut que la réaction de notre sujet soit liée à la repasse de ce cri et non pas à la réaction de quelqu'un d'autre qui entend le cri.
Donc il doit être seul, parce que sinon il y a une influence sociale. En plus, on ne veut pas que les autres individus entendent ces cris, au cas où on va leur jouer ces cris plus tard, c'est nos sujets aussi. Et du coup, bah là, il y aura de l'habituation, ils vont arrêter de répondre parce que bah, ils auront déjà entendu le cri, puis ça va être en plus chelou, ils vont être là, genre, j'ai déjà entendu ce cri-là, ça n'arrive jamais en milieu naturel, chelou. Donc il faut que notre individu soit isolé. Hyper compliqué, d'où les 20 kilomètres par jour. Une fois qu'on a rempli ces critères, super, on se dit, vas-y, on lance le truc. Mais non, c'est pas si simple. Il faut, là, c'est pour des raisons scientifiques, on a besoin que le comportement de l'individu soit constant avant la repasse pour qu'on ait une base comparable entre les individus, entre nos sujets. Donc le comportement de base, c'est qu'il doit être au repos. S'il s'alimente, par exemple, bah, peut-être qu'il s'en fout du serpent parce qu'il est en train de boulotter des figues. Donc voilà, il doit être au repos. Et il doit être au repos par terre. Parce que s'il est au repos dans les arbres, bah, le serpent, pareil, il s'en fout peut-être parce qu'en fait, il n'est pas à portée du serpent. Donc, voilà. Avoir des chimpanzés isolés, en repos, au sol, et où on sait où est l'autre individu pour lequel on utilise les cris, c'est galère. Donc, c'est chaud. Ça m'a mis 2 ans à faire 6 fois 3 expériences. Donc, 18 expériences. C'est chaud. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on place notre haut-parleur à 30 mètres du sujet pour que le son du haut-parleur qu'on a calibré soit réaliste à 30 mètres, c'est-à-dire que ça soit comme s'il y avait enfin, le volume d'un chimpanzé à 30 mètres en gros. Et enfin, parce qu'il faut quand même pas s'arrêter là, il faut que le chimpanzé ne regarde pas vers le haut-parleur. S'il regarde vers le haut-parleur, on ne détectera pas de réponse parce que la réponse qu'on attend, c'est un regard vers le haut-parleur, déjà, de base. Donc en gros, on diffuse le cri, la première réaction, c'est je regarde. Et on se dit, bah voilà, enfin, et je viendrai aux prédictions après, mais voilà. Il faut remplir tous ces critères avant même de lancer la première repasse. Galère. Une fois qu'on a fait ça, on peut lancer nos repasses. Et donc là, on a 3 repasses. Aléatoires, machin, pour randomiser, limiter l'habituation, tout ça. Une des repasses qu'on fait, c'est le cri d'alarme seul, pour confirmer le sens de ce cri d'alarme. Et ici, on s'attend à une réaction assez faible de l'individu. Donc, regarde peut-être un peu le haut-parleur, mais c'est tout, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un serpent, ça peut être une antilope, un singe mort, ça arrive aussi. Par terre, voilà. Donc, ils vont pousser des cris d'alarme pour ça. Donc, on diffuse ce cri d'alarme et on voit et on s'attend à une réponse assez faible. Le cri de recrutement, là, on s'attend à une réponse forte de l'individu. Regarde vers le haut-parleur de manière un peu plus soutenue, un peu plus longue, en gros, mais en absence d'indication pour laquelle tu m'aurais recruté, par exemple, de mouvement dans la canopée d'un singe qui s'enfuirait ou d'un chimpanzé qui poursuit une proie, etc. En absence d'indice de quoi que ce soit, je vais me dire que bah, en fait, tu veux pas me recruter, tu t'es planté, et puis voilà. Donc, je vais arrêter de répondre. Donc là, on aura une réponse un peu intermédiaire, un peu plus forte, mais pas non plus ouf. Par contre, ici, quand on diffuse le cri d'alarme, de la combinaison, pardon, quand on diffuse la combinaison des 2 cris, on s'attend à une réponse extrêmement forte des individus. Donc, regarde vers le haut-parleur le plus rapidement possible, le plus longtemps, et aussi est recruté au haut-parleur, est recruté au serpent, entre guillemets, et donc s'approche du haut-parleur. Ici, on a diffusé une combinaison particulière, une combinaison qu'on a créée artificiellement à partir des 2 cris pris isolément, encore une fois, pour confirmer que la combinaison, c'est bien une combinaison des 2 cris et pas juste un troisième cri qui ressemblerait aux 2 cris pris séparément. Là, on a une réaction d'un individu à la repasse d'une combinaison. Donc c'est Cato, un mâle, qui va réagir à la repasse de la combinaison et le haut-parleur est dans cette direction. Il est plus loin par là. Ouais, c'est bête. Pen footing. Mais vous avez vu la vidéo ou pas? C'est un peu chiant. Je la repasse? Waouh.
Oh, Moi, c'est bête. penhooting. Ah, bon, on a vu à peu près ce qu'il fallait voir. Je vais mettre ça direct parce que ça va me gaver. Donc là, ce que vous avez vu, c'est en gros, il y a un chimpanzé, donc il y a la diffusion par haut-parleur de la combinaison. On a le chimpanzé qui se retourne, qui se lève et qui s'approche au début de la vidéo. Là, c'est super. On se dit, bon, bah, ça remplit exactement les, les, les critères qu'on attendait, enfin, les réponses qu'on attendait. Donc, regard vers le haut-parleur s'approche. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'individu, à un moment, vous avez vu, il produit son penhoot et il se met tout puffed up, là, il gonfle ses poils. Il est pylo-erect et il va charger vers le haut-parleur. Et on entend à la fin le drum, donc il va en fait tambouriner sur un arbre qui est creux et qui fait du bruit. Euh, et il fait ça. Est-ce que vous avez une idée pourquoi il fait ça? Pas ceux qui ont eu mon cours l'année dernière, évidemment. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Vas-y, tente, on est là pour tenter. Ouais, vibration pour serpent, exactement. En fait, donc les serpents, effectivement, ressentent les vibrations et ont peur des vibrations. C'est pour ça que on marche comme ça quand il y a des hautes herbes et qu'il y a potentiellement des serpents. Et donc le chimpanzé, il fait la même chose. Donc là, il produit son penfoot et il charge vers le haut-parleur, il tambourine sur l'arbre, ça produit des vibrations qui voyagent dans le sol et qui font peur aux serpents. On ne le voit pas ici, mais à la fin, le chimpanzé, il va monter dans l'arbre et il va en fait regarder vers le haut-parleur, monitorer, surveiller ce que le serpent fait, etc., essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, la réaction de ce chimpanzé Cato à la diffusion d'une combinaison d'un cri d'alarme et d'un cri de recrutement semble assez évidente que Cato a compris qu'il y avait un danger et qu'il fallait venir et aider le chimpanzé qui a produit cette combinaison. On a regardé la réaction du coup, des individus sur ces différentes repasses et on a comparé la réaction des individus. On voit ici le temps de regard vers le haut-parleur en fonction des conditions. Donc le cri d'alarme seul à gauche, le cri de recrutement seul au milieu, la combinaison à droite. On voit que la réponse est beaucoup plus importante à droite que pour le reste. Donc il y a une réponse supérieure pour la combinaison. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié que cette réponse à la combinaison était plus qu'additive. C'est-à-dire que c'était plus que juste A plus B. Si je vous dis Jeanne, Marie, Louis, Gertrude, euh, etc., c'est une liste de mots. L'assemblage de ces mots ensemble n'a aucun sens. Et donc, vous allez les comprendre comme une addition d'un mot plus un mot plus, etc. Si je vous dis Louis a bu une bière avec Jeanne, cette liste de mots devient une phrase et ça a du sens. Et donc la réaction que vous allez avoir ne va pas être juste la réaction de ah oui, oui, ah oui, à Jeanne, c'est quelque chose de plus. Et donc j'ai vérifié statistiquement que la réaction des chimpanzés était plus que additive, et donc c'est le cas. Super, on a a priori du coup une syntaxe, une structure proto-syntaxique chez les chimpanzés. Et donc la nature de cette structure, encore une fois, on s'appuie sur la littérature et sur ce qu'on sait en linguistique. On sait que les pied babblers, donc c'est des cratéropes bicolores, je crois, le nom français. C'est des oiseaux d'Afrique du Sud. Ils ont un cri d'alarme, même chose que notre alarme Who, c'est produit lorsqu'ils voient une menace de faible urgence. Low urgency threat, je ne sais pas comment on traduit ça. Voilà. Ils ont des cris de recrutement, par exemple, lorsqu'ils se nourrissent et qui cherchent à recruter les autres membres de leur groupe pour leur dire, bah voilà, il y a de la bouffe, venez vous remplir la panse aussi. Donc ça, c'est notre Wabark. Et ils ont aussi une mobbing sequence qu'ils utilisent lorsque là, ils rencontrent une menace, mais de haute urgence, enfin une menace super importante, quoi.
par exemple un serpent. Et donc, ça va être l'équivalent de notre alarm coup Wavak. Et ici, ça a été euh, argumenté comme étant une structure compositionnelle où le sens de la phrase est directement dérivé du sens des mots qui composent cette phrase, de la même manière qu'on a voiture, rouge, etc., dans le langage humain. Donc, les chimpanzés ont des cris qui combinent ensemble. Ils ont des structures non aléatoires, donc des combinaisons non aléatoires qui, a priori, ont un sens et une fonction, et qui, a priori, dont le sens et cette fonction de ces combinaisons est extraite de manière syntaxique par les receveurs. Donc, a priori, ça nous dit qu'il y a de la syntaxe chez les chimpanzés, et donc qu'à minima, la syntaxe est héritée d'un ancêtre commun entre les humains et les chimpanzés. Ouais. C'est un alarme qui fait, mais est-ce que c'est spécifique au serpent ou pas? Parce que le singe, les chimpanzés, il a quand même tapé tout ça, il a vu le serpent ou c'est vraiment un cri qui dit attention, il y a un serpent, ou c'est vraiment juste quoi, il y a une méga urgence? Très bonne question. J'ai pas trop de réponses. Moi, je pense que c'est spécifique, mais potentiellement pas, parce que le drum, ça peut aussi impressionner d'autres dangers, genre des phacochères. Ça fait peut-être un peu rire, mais en vrai, les phacochères, c'est ultra dangereux. Et genre, on doit grimper aux arbres et hein, c'est chiant. Et du coup, les chimpanzés, ils peuvent aussi produire ce genre de drum pour faire peur aux phacochères. Donc, je ne sais pas, mais c'est des pistes qu'on explore, et notamment en comparant avec d'autres communautés, et je vais y revenir. Donc voilà, donc là, la première conclusion, c'est, OK, on a de la syntaxe chez les chimpanzés, donc la syntaxe, c'est pas unique à l'humain, c'est pas propre de l'humain, c'est hérité d'un ancêtre commun il y a 7 millions d'années avec les chimpanzés. Hourra! Sauf que, donc moi, là, c'est là où ma thèse s'est arrêtée, évidemment, et je suis parti avec euh, un grand feu d'artifice en disant les chimpanzés ont de la syntaxe, tout ce que disent les linguistes depuis la nuit des temps, c'est pas vrai, il y a du langage chez les animaux. Bon, en vrai, si on est honnête, il y a quand même une différence entre ce qu'on observe chez les chimpanzés et ce qu'on observe chez les hommes. Chez le chimpanzé, on a deux cris qui sont combinés ensemble, qui forment soi-disant une phrase. Chez l'humain, on peut créer des trucs beaucoup plus complexes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et donc là, j'étais en manque d'inspiration. Et donc l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on a aussi ce genre de complexité chez les chimpanzés et chez les autres grands singes, etc. Cette complexité-là, on est capable de comprendre cette complexité de cette phrase que je vous raconte n'importe comment parce qu'on est capable de suivre les dépendances non adjacentes. C'est quoi les dépendances non adjacentes? The dog ran away, le chien part, s'enfuit. On a le chien s'enfuit, il y a une dépendance adjacente de s'enfuit avec le chien. On sait que ce qui s'enfuit, c'est le chien. C'est une dépendance adjacente. Là où ça se complique, c'est quand on a des dépendances non adjacentes. Le chien qui a mordu le chat s'enfuit. On sait que c'est pas le chat qui s'enfuit, c'est le chien, parce qu'on est capable de comprendre les dépendances non adjacentes. Et c'est ça qui nous permet d'avoir ce pouvoir génératif infini et de créer des trucs super complexes, etc. C'est parce qu'on est capable de comprendre ces dépendances non adjacentes. Et donc, il y a une équipe, enfin, mon équipe, enfin, l'équipe dans laquelle je travaillais à Zurich, qui a étudié la capacité à détecter ces dépendances non adjacentes chez différentes espèces, chez l'humain, big surprise, chez les chimpanzés et chez les marmosets, chez les ouistiti. Et donc, ils ont effectué des expériences de grammaire artificielle où ils ont habitué ces animaux à une grammaire qui avait des dépendances non adjacentes. Ça ressemble à ça. Oh, à chaque fois. Ça ressemble à ça. Il y avait deux grammaires, histoire d'eux. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté une violation de la règle de grammaire, une violation des dépendances non adjacentes. Et on a regardé encore une fois la réaction des individus. Donc, on les habitue, on les habitue, on les habitue à une grammaire particulière. Et au bout d'un moment, on change la grammaire. Et on voit si ils regardent plus vers le haut-parleur, est-ce qu'ils sont surpris, etc. Et donc, bingo, humain, chimpanzé, ouistiti,
Ils sont capables de le faire. Moi, je me suis dit, bah là, il manque quand même quelque chose, parce que si vous vous rappelez l'arbre phylogénétique, humain et Ouistiti, c'est quand même super éloigné. Et on a les chimpanzés, c'est chouette, mais il manque tout le reste. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, on va essayer de retracer cette capacité aussi. Et donc, on va y aller étape par étape. Et donc, l'étape d'après, c'était les bonobos, parce que c'est les autres plus proches cousins avec les humains et les chimpanzés. Donc, c'est l'espèce. Voilà, on a violé la grammaire. Hop, c'est très bizarre en français de dire on a violé la grammaire, mais voilà. Et je dis bien grammaire, et pas. Ouais, c'est horrible comme là, je suis désolé. Je suis en RL, c'est le soir. Euh, ok, donc ce que je me suis dit, c'est qu'on va tester ça chez les bonobos. Les bonobos qui sont les autres plus proches parents des humains. Et du coup, on a regardé chez des bonobos captifs, donc notamment en Iowa, à Ape Initiative, qui accueillait le bonobo. Oh, c'est quand même très chiant. Il y a juste des slides comme ça qu'il n'aime pas, vous pensez? Bon, on s'en fout, c'est pas très intéressant comme slide. Bref, on a fait ça chez les bonobos, notamment avec un bonobo qui s'appelle Kanzi. Voilà, on va s'arrêter, je pense. Voilà, c'est lui, Kanzi. Et donc, on a fait les mêmes expériences avec ces bonobos, et en fait, ils n'y arrivent pas du tout. Et donc là, on s'est dit, soit bah, finalement, ce qu'on observe chez les marmosets, chez les chimpanzés et chez l'humain, c'est de l'évolution convergente, parce que si c'était une évolution d'homologie, les bonobos forcément auraient cette capacité aussi, puisque les chimpanzés et les humains l'ont. Donc a priori, si c'est hérité d'un ancêtre commun aux primates avec les marmosets, les bonobos l'ont forcément. Et s'ils ne l'ont pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est que de la convergence, et donc il n'y a pas cette capacité héritée d'un ancêtre commun. Sauf qu'on sait que Kanzi, c'est un bonobo qui a été donc un des bonobos avec lesquels je travaillais, du coup, aux États-Unis. C'est un bonobo qui a été élevé par l'humain dans les années 70, parce que voilà, il y avait tout un programme de recherche aux lignes éthiques plus que questionnables, qui élevaient des grands singes dans les maisons avec leurs enfants humains. Et voilà, et donc Kanzi, il avait appris à utiliser le langage via des symboles, etc. Et on sait que, par exemple, moi, quand je faisais mes pauses lunch avec Kanzi, il allait choper ces symboles et il me disait water chase pour que je prenne le jet d'eau et que je l'arrose parce que ça le faisait délirer. Et il arrivait aussi à faire des phrases plus longues avec des dépendances non adjacentes, etc. Genre une pizza, c'est bread surprise parce que ça vient dans une boîte. Cheese. Qu'est-ce qu'il disait? Cheese, tomato et un autre truc. Donc, bread, surprise, cheese, tomato, quoi. Donc, il était capable quand même de comprendre certaines règles d'association, etc. Et donc, on trouvait ça bizarre parce qu'il n'arrivait même pas à détecter des dépendances adjacentes dans notre expérience. Donc, c'était quand même chelou parce que water chase, c'est clairement une dépendance adjacente. En plus, ça fait appel à un truc compositionnel, etc. Donc, on se dit il y a probablement un problème dans le protocole et en fait il s'agit, enfin, c'est des individus hyper habitués à faire tous ces trucs-là et nous c'était en fait une expérience où probablement ils se faisaient chier. Et là vous voyez ils boivent du jus de cranberry. En fait ils kiffent le jus de cranberry et quand on diffuse une règle qui est violée, ils vont du coup pas vraiment se tourner vers le haut-parleur parce qu'ils en ont rien à foutre parce qu'ils préfèrent boire le jus. A priori c'est ça. Donc ça, c'est la première limitation, c'est que, bah voilà, en fait, quand même, ce qu'on voit chez les chimpanzés, c'est quand même pas la même chose que ce qu'on voit chez l'humain en termes de complexité. Il y a une autre limitation, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle de cris combinés. Et en fait, le langage, c'est beaucoup plus que juste de la voix, c'est aussi des gestes, aussi des expressions faciales. Voilà, je dis facial parce que je vous montre mon visage, etc. Et puis il y a enfin, des centaines de langues des signes qui sont des langages humains à part entière, qui utilisent de la gestuelle et des expressions faciales de manière syntaxique, etc., etc. Donc le langage humain, c'est beaucoup plus que juste de la parole. Et donc, on n'a pas parlé de ces modalités non plus chez le chimpanzé. Or, on sait que les chimpanzés produisent
ce genre de signaux de communication aussi. Par exemple, on a ce signal-là qui est un arm reach, un bras tendu, qui va signaler soit un individu qui a envie de nourriture, ou alors un individu qui a envie de commencer une affiliation, un toilettage avec un autre individu. Les chimpanzés, ils ont un autre geste, c'est le arm raise, le bras levé. Et donc là, c'est soit pour aussi demander de la nourriture, ou alors pour dire, bon, à stop, on arrête la toilette. Et les chimpanzés, ils ont plein d'autres gestes, mais ils ont aussi des expressions faciales, notamment le bare teeth facial expression, donc les dents apparentes, en gros, le sourire. Et donc ça, c'est pour communiquer des intentions bénignes, entre guillemets. En gros, je ne vais pas te faire du mal, je suis un ami, quoi. Et ce que des chercheuses ont montré, c'est que les chimpanzés sont capables de combiner ces gestes avec cette expression faciale et qu'on a une influence dans la sémantique, dans le sens de ces gestes et de cette combinaison, où là, quand on a l'arme, le bras levé avec l'expression faciale, on n'a plus du tout d'ambiguïté sur est-ce que tu veux de la nourriture ou est-ce que tu veux arrêter une interaction affiliative. On a juste l'individu s'en va, il arrête. Et la même chose quand on tend le bras et qu'on fait cette expression faciale, il n'y a plus d'ambiguïté, l'individu commence et vient toiletter le partenaire. Et donc, combiner des gestes avec des expressions faciales permettrait aux chimpanzés de limiter les caractères ambigus de certains signaux de communication, et ça aurait aussi un caractère compositionnel. Donc, il y aurait potentiellement de la syntaxe aussi en multimodal. Très rapidement, mais genre vraiment rapidement, chez l'humain, la syntaxe, elle ne se met pas en place dès le départ, comme ça, elle n'est pas complètement formée dès qu'on est, elle suit un processus développemental. Chez les chimpanzés, on sait que la combinaison de cris est également influencée par des processus ontogénétiques avec une augmentation de la complexité des structures, etc. La question, c'est est-ce qu'on a aussi un développement de la syntaxe chez les chimpanzés? Ça, on n'en sait rien. Et c'est un projet sur lequel on travaille collaborativement et dont Clément a participé, d'ailleurs il est là. Et donc on travaille là-dessus en ce moment pour essayer de savoir s'il y a de la syntaxe multimodale qui serait aussi sujet du développement chez les chimpanzés, notamment pour essayer de comprendre une syntaxe peut-être plus complexe aussi dans le caractère multimodal, parce qu'on sait que la communication visuelle des chimpanzés est ultra complexe aussi. Une autre limitation, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que ça commence à faire long. Une autre limitation, c'est le caractère compositionnel. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, bah voilà, les chimpanzés, ils combinent un cri d'alarme avec un cri de recrutement. Ça veut dire danger, viens m'aider. C'est compositionnel parce que le sens de la structure est dérivé directement du sens des unités qui la composent. Et en fait, est-ce que c'est vrai? Et donc ça, c'est un truc qui m'a un peu fait des nœuds au cerveau, pour ne pas dire détruit. Quand je suis sorti de ma thèse et que j'ai commencé à... Donc, j'ai fait ma thèse dans un labo de linguistique, donc dans un groupe de primatologistes, mais au sein d'un labo de linguistique. Et ensuite, donc je discutais déjà beaucoup de tous ces trucs-là, mais sauf que j'ai fini par faire un postdoc dans un labo de linguistique formelle avec des théoriciens et tout ça, et eux m'ont cassé la tête. Et ils m'ont dit, en fait, ce que tu montres, c'est pas forcément compositionnel, ça peut être aussi genre un truc additif, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est juste le receveur qui comprend. Je m'explique. Vous êtes au bar, vous prenez une pinte et tout ça, vous êtes en terrasse même. Et il fait meilleur qu'aujourd'hui. Et vous kiffez votre life et vous êtes avec deux potes. Le premier pote vous dit ah, il y a un enfant qui traverse la rue. Sauf si vous avez décidé de tomber enceinte demain. A priori, vous en foutez un peu. Ou alors, si vous n'avez pas d'enfant, voilà, on s'en fout. Donc il y a un enfant qui traverse la rue, très bien, il va retrouver sa mère. On s'en fout, on continue notre bière. Une heure plus tard, votre autre pote vous dit ah, il y a une voiture qui arrive. Pareil, si vous n'avez pas prévu d'acheter une Porsche demain, on s'en fout un peu. Donc, bah, vous allez rien faire et vous allez continuer de boire votre bière et continuer votre conversation sans rien faire.
Donc là, vous avez la réaction au cri A, enfant, la réaction au cri B, voiture. Il ne se passe rien. 1 heure plus tard, vous avez votre pote A qui vous dit, ah, il y a un enfant qui traverse la rue. Il y a un pote B qui dit, oh, il y a une voiture qui arrive. Là, peut-être que vous allez peut-être arrêter, poser votre bière, vous lever de votre chaise et prendre l'enfant et éviter qu'il se fasse écraser par cette Porsche Cayenne. Du coup, j'ai envie de dire que c'est une expérience vécue, mais pas du tout. Euh, j'ai pas envie de dire ça d'ailleurs. Ah, désolé, c'est le soir. Euh, je m'en sors pas avec mes blagues de merde. Du coup, là, en l'occurrence, cette combinaison de cris enfant-voiture va générer une réaction ultra forte du receveur. Il va se dire, oh putain, il y a un truc qu'il faut que je fasse là, parce que sinon l'enfant va se faire écraser. Sauf que c'était pas du tout syntaxique. Vous l'avez compris. Vous avez été capable d'assembler ce que votre pote A et votre pote B ont dit ensemble, mais c'était pas syntaxique, parce que pour que ça soit syntaxique, il faut que ça vienne d'une seule personne. Donc là, c'était pas syntaxique. Mais la réaction que vous obtenez, elle est ultra forte et elle est plus qu'additive. C'est pas juste je fais rien, plus je fais rien, je fais un truc de ouf là, je sauve un enfant. Sauf que c'est pas de la syntaxe. Et donc ce qu'on a montré chez le chimpanzé, potentiellement, c'est la même chose. Potentiellement, c'est pas de la syntaxe. En fait, on montre que le chimpanzé, il fait n'importe quoi, il va drumer sur l'arbre et tout ça, mais en fait, on n'a pas montré que c'était de la syntaxe. On a juste montré que le receveur était capable d'assembler deux informations ensemble. Et donc, pour montrer que c'est de la syntaxe, on a besoin de montrer que quand c'est un seul individu qui produit la combinaison, ça ne veut pas dire la même chose que quand c'est deux individus qui produisent la combinaison. Et donc, il y a une équipe de chercheurs au Japon qui a développé une méthode assez ingénieuse, du coup, pour tester ça. Les Japanese Tits, c'est des mésanges japonaises, et ils ont les mêmes cris que les cractéropes bicolores et que les chimpanzés, cris d'alarme, cris de recrutement, machin. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diffusé la combinaison de cris par deux haut-parleurs distincts, et ils ont vu comment la mésange réagissait. Et ensuite, ils ont réuni ces haut-parleurs pour simuler comme si c'était un individu unique qui produisait cette combinaison. Et ils ont regardé ce que la mésange faisait. Et là, bingo, la mésange ne réagit que enfin, ou réagit mieux, plus vite, quand c'est non, d'ailleurs, la mésange, en l'occurrence, ne réagit uniquement que quand c'est un seul haut-parleur qui diffuse la combinaison, quand c'est un individu. Sauf que, je suis obligé de le dire, ils ont publié d'autres recherches avant qui ont montré que les individus étaient capables, par contre, de comprendre la combinaison d'un cri d'alarme de leur propre espèce combiné avec le cri de recrutement d'une autre espèce. Un peu chelou. Donc, d'un côté, ils ne sont pas capables de comprendre la combinaison qui est produite par deux individus séparés, deux haut-parleurs. Par contre, ils sont capables de comprendre la combinaison qui est produite par deux espèces différentes. Perso, je trouve ça chelou. Donc, pas hyper convaincu. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, on va faire la même chose avec les chimpanzés. Et donc, on a fait la même chose avec les chimpanzés, avec une étudiante de M2 du master CRH, Aurélie, où là, on a fait en gros le même principe, sauf que les chimpanzés ne sont pas des mésanges, donc on a un peu adapté le protocole, où on a mis un haut-parleur en bas, un haut-parleur en haut, comme s'il y avait un chimpanzé qui était en bas et qui faisait son truc, et un chimpanzé qui était en haut des arbres, qui se nourrissait, par exemple. Et on a regardé, voilà, si la réaction d'un chimpanzé lorsqu'il entendait la combinaison produite par le même haut-parleur, un individu, versus la combinaison qui était produite par deux haut-parleurs, simulant deux individus. Et bingo, les individus réagissent beaucoup plus vite, donc ils réagissent à chaque fois, ce qui make sense un peu parce que même si c'est deux individus, c'est comme l'histoire de l'enfant et de la voiture. Si c'est deux individus, c'est quand même pertinent. Je veux dire, on extrait comme une information. Par contre, si c'est un seul individu, on extrait l'information beaucoup plus rapidement et on a tout de suite le caractère d'urgence. On comprend tout de suite que cet individu a voulu nous communiquer une information bien précise. Ça ne pouvait pas être dû au hasard d'un type qui voit un enfant là et de l'autre qui a envie d'acheter une voiture. Et donc, on voit chez les chimpanzés que dans le cas d'un seul haut-parleur, on a une latence à regarder le haut-parleur extrêmement faible comparé au cas de deux haut-parleurs. Donc, bingo, la syntaxe est compositionnelle, non triviale. Non triviale, ça veut dire que c'est pas une vue de notre esprit, c'est pas simple, c'est complexe. Hop.
Donc, limitation 3, on y a répondu. Limitation 4. Attention, on rentre dans le détail. Je vous jure, c'est la dernière limitation après, je crois. Des poulets. Super. Donc là, on a des poulets, machin, ils vivent leur vie et tout ça. Ils voient un renard. Le renard, c'est un danger, donc ils vont produire des cris. Et oui, les poules ont un répertoire vocal de dingo. Ils combinent, ils font des échanges vocaux, des tours de parole, machin. Bref, on n'est pas là pour ça. Un renard, ils produisent un cri. Nous, on va se dire, bon, bah, ce cri est produit parce qu'il y a un renard, donc ça veut dire renard. La sémantique, le sens de ce cri est associé au référent, à l'événement extérieur renard. Voilà. Sauf que ce cri peut aussi vouloir dire, genre, j'ai les chocottes de malade, parce qu'il y a un renard dans le jardin et que moi, je vais me faire boulotter. Donc ça peut transmettre juste une information sur l'émotion de l'individu, j'ai peur. Ça peut aussi vouloir dire cours. Genre, tu dis à tes copains, cours parce que j'ai vu un renard. Donc, ce cri qui est produit peut vouloir dire cours. Et ce cri qui est produit peut vouloir dire je cours. Et ça, en fait, jusqu'à mai 2025, personne prenait en considération les différents potentiels de sémantique de ces cris-là. Tout de suite, on se disait, bon, bah, ça veut dire serpent, ça veut dire renard, ça veut dire un. Et on ne se disait pas, ça peut vouloir dire un impératif court. Et donc, j'ai une pote qui a développé une méthode révolutionnaire qui a mis en place une méthode observationnelle pour distinguer ces différents types de sémantique, ces différents types de sens. Et en gros, à chaque fois qu'il y a un cri qui est produit, elle note 450 feature of circumstances, éléments de contexte. Donc, voilà, elle enregistre plein de fois le même cri et à chaque fois qu'elle entend un cri, elle dit, bon, bah voilà, mon oiseau ou mon individu, il était content, il y avait un aigle, il y avait des bananes, il y avait je mange, il y avait des combats, il y avait je suis triste, etc. Et elle regarde quels sont les éléments de contexte qui reviennent systématiquement lorsque ce cri est produit. Donc là, déjà, on élimine un certain nombre d'éléments de contexte. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il reste encore de l'ambiguïté. Et donc, il va falloir encore prendre en compte un autre aspect, et ça, donc déjà prendre en compte tous ces éléments de contexte qui portent à l'état émotionnel de l'individu, au comportement du receveur, au comportement du producteur et aux référents externes, aux- aux éléments et aux événements externes de l'individu. Déjà, tout ça, c'est un boulot de monstre. Et en plus, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se dit, bon, bah, je vais regarder en plus quand les cris ne sont pas produits. Et donc, quand le cri est jamais produit, on voit que, bah, par exemple, ce cri est jamais produit lorsque il y a la présence de nourriture. Il est produit, par contre, quand je me nourris. Et donc, ça ne veut pas dire il y a de la nourriture, ça veut dire je bouffe. Et donc, elle est capable, grâce à cette méthode, de distinguer la sémantique des cris. Et ce qu'elle a fait en mai 2025, c'est qu'elle a publié un papier dans Science qui fait un dictionnaire de bonobos. Donc en gros, elle a le dictionnaire de tous les cris des bonobos et ce que les cris des bonobos veulent dire. Et là où c'est ultra fort, c'est qu'elle est capable, du coup, avec une méthode statistique savante que je serais incapable de comprendre, de déterminer le sens sémantique des combinaisons de ces cris. Et en plus, elle est capable de voir comment le sens de ces combinaisons est dérivé du sens des cris qui composent cette combinaison et du coup, caractériser la compositionnalité de cette syntaxe. Est-ce que vous voyez à quel point c'est ouf? C'est ouf. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, on va faire la même chose chez les chimpanzés. Donc, je prends tout son travail, elle avec, et on bosse là-dessus ensemble. Voilà, j'arrête là. La conclusion, c'est qu'il y a de la syntaxe chez les chimpanzés. Merci. Donc, il y a de la syntaxe chez les chimpanzés, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, venez en master, une fois les stagiaires.
Je suis tout. Du coup, il y a une session questions, j'imagine, ouais. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Ouais. Est-ce qu'il y a, quand on émet des critères, etc., avec les liaisons, est-ce que ça va être en lien avec la hiérarchie du groupe? Est-ce que c'est un instrument dominant qui va arriver ou juste les dominant? Alors, donc, ta question, c'est pour la réponse à ta question précise, c'est non, dans le sens où tous les individus campants, en gros, vont venir vers le serpent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le serpent est dangereux pour un individu tant qu'il ne l'a pas vu. Et c'est pour ça qu'on recrute les autres individus, en fait. C'est pour ça que les chiens que recrutent, ils vont dire, il y a un serpent, viens m'aider, mais surtout, il y a un serpent, viens voir. Parce que, et ce qu'il va faire le chimpanzé, c'est qu'il va se mettre dans une position très particulière, qui va localiser directement le serpent. Donc les autres individus qui le voient vont extraire la localisation précise du serpent grâce à la position de son corps. Et donc en gros, tout le monde va venir voir pour s'exclure du danger. Par contre, la production de cette combinaison de cris, et notamment des cris de recrutement, mais aussi des cris d'alarme, et même seuls, c'est très intentionnel, dans le sens où on sait par exemple que les cris de recrutement sont beaucoup plus produits vers des amis ou vers de la famille que vers des individus dont on s'en fout. Donc, il y a quand même ce caractère un peu différencié dans la production de ce type de clé. C'est au-delà du réflexe, quoi. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure, au début de la présentation, que quand un groupe voyait le malade arriver, il criait pour faire genre, en fait, qu'il le faisait. Ouais. Et à aucun moment, le malade se dit, il était beaucoup quelque part, avec Eh ben, de ouf. En fait, mais c'est la question qu'on se pose et c'est ce qu'on essaie c'est la question à laquelle on essaie de répondre aussi, mais on n'a pas les données encore pour distinguer parce que ça pourrait être aussi. On a d'autres hypothèses alternatives. Je ne vais pas rentrer dans le détail aussi juste parce que je les ai oubliées en fait. Mais on a d'autres hypothèses alternatives qui pourraient expliquer la combinaison et on ne sait pas trancher et on ne sait pas justement si ça fait sens en vrai. Donc on a besoin de plus de données et notamment les données de ce qui se passe après. Est-ce que quand la combinaison est produite, il y a moins d'agression que quand elle n'est pas produite? Est-ce que, par exemple, si elle est produite quand le mâle il est à 50 mètres versus à 15 mètres, est-ce que ça change quelque chose justement dans cette idée-là? On n'en a aucune idée, mais je pense que oui. Mm. Ouais, j'ai une question pour toi en ligne. Vas-y. Qui est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre ton travail et donc les avancées et voir un Est-ce petit peu. alors, mais je me rends compte que je répète pas les questions en ligne, mais je devrais peut-être. Donc, enfin, je répète pas les questions sur place au micro pour les gens libres. Donc, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre mes travaux et tout ça? Oui, alors j'ai un site internet dont je suis pas hyper fier, donc mais non, en vrai, enfin oui, sur internet quoi. Sur internet, on peut suivre mes travaux. Sur mon Google Scholar, on peut voir les papiers que je publie. Donc allez sur Google Scholar et tapez Maël Leroux et vous verrez mes papiers. Et sinon, allez voir sur mon site internet, le site du labo, il n'est pas hyper bien alimenté non plus. Si, mais si, en fait. Blue Sky. Je suis sur Blue Sky. Allez sur Blue Sky. Là, bon, c'est pareil, des fois, je ne suis pas hyper actif, mais en tout cas, c'est là où on aura le plus d'actualité, en tout cas. Toujours pas si c'est pas ça. Mm. De moi, de ma part. Je pense que ça serait pas mal que tu nous parles un peu de ton parcours. Ouais, Ça va un ouais, petit peu de ta thèse, ouais, je sais pas, mais je pense que ça parle ça marche. J'en parle, mais peut-être juste après. Ouais. Oui, moi j'avais une question quand vous suivez les champs d'agents. Ouais. Comment vous assurez que fait que vous les suivez, ça ne perturbe pas le comportement? Comment on s'assure que quand on suit les chimpanzés dans la jungle, ça ne perturbe pas leur comportement? On s'en assure par des processus d'habituation. En gros, la communauté avec laquelle je travaille, et maintenant dans le projet avec Mélissa et d'autres, et dans lequel Clément a bossé, c'est dans d'autres communautés, mais c'est un peu la même chose. C'est des communautés de chimpanzés où on a une présence humaine quotidienne. Euh,
Donc, c'est évidemment populations protégées, les forêts sont protégées, etc. Donc, il y a très peu de communautés accessibles aux touristes et quasiment que des stations de recherche, donc avec accès limité aux populations locales et aux chercheurs et chercheuses. Mais voilà, les chimpanzés sont habitués à la présence de chercheurs et chercheuses qui vont les suivre tous les jours. Et donc au début, donc c'est tout un processus d'habituation qui prend du temps, des années, 5 ans, 10 ans, avant d'avoir une habituation satisfaisante. En gros, avant d'avoir des chimpanzés qui ignorent complètement. Ça prend du temps, il ne faut pas que ça soit mal fait. C'est pareil, éthiquement, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est toujours en constante amélioration, donc heureusement. Mais voilà, c'est un processus qui est long. Et nous, on bosse avec des populations qui sont habituées, justement parce que pour ce qu'on a besoin de faire, on a besoin d'un accès proche à ces individus. Parce qu'au début de l'habituation, on ne peut pas les approcher à plus de 50 mètres. Ils nous voient et ils se barrent, d'autant plus qu'il y a des braconnages dans ces pays-là en général, avec les primates dont les chimpanzés peuvent être victimes aussi. Donc, peur de l'humain, évidemment. Et donc, c'est des processus qui prennent beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une... Ouais. Vous avez étudié des animaux en captivité. Est-ce que vous savez s'il y a un effet de la captivité sur leur capacité à reconnaître leur structure de langage et peut-être même un effet du bien-être éventuellement vu que l'évolution Est-ce qu'il y a un effet de la captivité et potentiellement du bien-être sur la structure de leur langage et leur capacité à comprendre, reconnaître, machin? C'est très peu étudié et c'est... Moi, je pense qu'il y a quand même une grosse majorité de... Donc, on est en train de l'étudier, pour le coup. On est en train de comparer différentes populations captives avec les populations sauvages. A priori, il y a une grosse part de commun. Et par exemple, les expés qu'on a fait avec Aurélie là, euh, là-dessus, c'est en captivité. Et donc, tu vois, en captivité, même s'il y a une absence de réel danger, etc., bon, après, il voit quand même des serpents et tout ça, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus rare qu'en Ouganda, par exemple, où tu en vois au moins un par mois, quoi. Et donc, il y a quand même ces productions de combinaisons qui sont faites de manière naturelle, etc., dans ces populations captives. D'autant plus qu'en captivité, en tout cas en primate, on est encore, avec les grands singes, par exemple, ça a une longévité telle qu'on a encore des individus qui sont issus du milieu sauvage. Donc aujourd'hui, c'est évidemment impossible de faire ça pour des raisons éthiques et autres. Mais voilà, on a encore des vieux individus qui viennent de milieux sauvages et tout ça. Mais oui, donc il y a une grosse part qui est commune, je pense, qui est partagée. Après, il y a euh, euh, des adaptations à l'environnement et notamment, on a observé par exemple des cris, des innovations en fait de cris avec des cris qui sont produits uniquement en captivité. Par exemple, les mômes de Campbell vont avoir un cri spécifique pour les vétérinaires où les orang-outans vont avoir un cri spécifique pour attirer l'attention de leurs soigneurs pour choper des cacahuètes, quoi. Donc il y a des qu'on ne retrouve pas du tout dans le milieu sauvage. Donc il y a de la flexibilité, mais il y a une grosse part de base génétique, entre guillemets, quoi. Et le bien-être, aucune idée, mais c'est une question hyper intéressante et on essaie de se pencher dessus aussi. Ouais. peut-être que vous l'avez dit, j'ai complètement oublié, mais dans cette expérience-là, est-ce que vous avez testé l'inverse? Par exemple, au lieu de faire A, WAD, et de faire l'inverse, Ouais. comme Suzuki Matsumoto, n'hésitez pas à faire ça. Eh ben, on n'a pas testé l'ordre. Donc, l'ordre est une des règles grammaticales qui est pertinente pour le langage humain, en général, mais c'est pas universel. Il y a des langages pour lesquels l'ordre n'a aucune importance. Donc ça, c'est déjà important de le savoir. Mais cela dit, on n'a pas fait. Le seul truc que je peux te dire sur l'ordre, c'est qu'on a. Enfin, moi, j'ai observé une fois en Ouganda des chimpanzés qui produisent l'inverse. Donc, ils produisent d'abord le cri de recrutement et ensuite le cri d'alarme. Et là, c'était une mère qui se baladait par terre avec son petit sur le dos. Et son petit s'est en allé. Et il a fait un tantrum, il a fait une crise de nerfs, quoi. En gros, il criait partout, il voulait arrêter. On avait marre de voyager, c'était trop dur. Et donc, il a fait sa crise, quoi. Et elle a produit l'inverse. Et donc, recrutement, donc, viens ici,
Sinon, attention. Et le petit a tout de suite arrêté. Et il est monté sur son dos et ils ont repris leur route. Donc il y a quelque chose à faire là, je pense. Je pense que le sens est potentiellement différent et ce serait du coup encore plus stylé. Oui. Est-ce que vous savez si les expériences qu'on présente un serpent à des singes, elles peuvent se faire en captivité sur des singes qui n'ont jamais vu de serpent? Est-ce qu'ils vont réagir à un serpent? Ouais, on l'a fait, on l'a présenté, donc c'est pas moi d'ailleurs, c'est une autre équipe de Paris, je crois, qui s'est intéressée au caractère inné de certaines peurs, notamment liées aux serpents, liées à différents types d'animaux. En fait, ils ont essayé de comprendre les origines des peurs de l'humain, de serpents, crocodiles, léopards, ils ont fait ça. Et en fait, il y a eu, enfin, dans leur recherche, même en l'absence d'expérience antérieure avec les serpents, on a quand même peur. Enfin, certains, en tout cas, ont quand même peur des serpents, même en l'absence d'exposition. Ouais. Oui, je me disais, donc vous vous intéressez à la syntaxe, le fait que, parce que du coup, les chimpanzés ont une syntaxe plus d'autres langages. Et je me disais, est-ce que, on parlait de la langue des signes tout à l'heure, Mm. je sais qu'il y a eu une expérience qui était un peu connue avec Coco Lagori qui a Ouais. parlé de la langue des signes. Est-ce que vous avez des expériences que vous tentez, par exemple, sur le chimpanzé, pour apprendre une langue des signes, on va voir si vous avez une communication. Eh ben oui, en fait, donc Coco faisait partie de ce programme de recherche dans les années 70 avec Kanzi, le bonobo là, avec lequel j'ai bossé, et d'autres grands singes, genre Washoe, qui est une chimpanzé, qui a appris la langue des signes aussi. Et il y a des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube et tout, on pourra en reparler, mais où elle fait les signes d'ouvrir et la porte. Et donc, elle a voilà, elle utilise le langage des signes américain pour communiquer avec des humains. Et elle a tout l'air de faire de la syntaxe. Le problème, c'est que dans les années 70, c'était des expériences qui manquaient un peu de rigueur scientifique, dans le sens où bah, voilà, on n'avait pas encore la compréhension de certains biais, etc. Et donc, évidemment, la science, c'est un truc qui se construit. Et donc, aujourd'hui, les résultats sont questionnables. Mais oui. Ouais. C'est pas trop grave. Par contre, vous avez cité des articles de Jane Goodall. Je voulais juste savoir si vous avez eu la chance ou pas durant votre carrière. Et ben, j'ai pas eu cette chance-là. Mais pourtant, elle est venue plusieurs fois sur le site où je bossais et tout ça. Mais j'ai pas eu cette chance-là. Par contre, j'ai eu plein de collègues qui ont eu cette chance-là. Et c'est un peu. Enfin, du coup, tu en parles et je vais en dire deux mots. C'est assez intéressant parce que les références que je mets là, c'est notamment un énorme bouquin. Donc, Jane Goodall, bon, vous la connaissez tous, je vais pas vous tous et toutes, je vais pas refaire, mais quand elle a commencé à faire ses observations avec les chimpanzés en Tanzanie, euh, donc elle avait aucun diplôme, hein. Pas de licence, pas de master, rien. Et donc elle est allée là-bas, elle a fait son truc et elle est revenue avec des descriptions de chimpanzés qui utilisent des outils et tout ça. C'était ouf. Sauf que bah, c'était une femme, qu'elle n'avait pas de diplôme, donc en gros tout le monde l'ignorait et personne ne la prenait au sérieux. Et donc, elle s'est dit, bon, bah, je vais faire une thèse. Et elle a fait une thèse à l'université de Cambridge, quand même, au Royaume-Uni, où elle a écrit une thèse s'est transformée en énorme bouquin. Et c'est ce bouquin que je cite. Et dans ce bouquin, en gros, elle dit tout. Elle a déjà tout décrit dans les années 80. Elle a tout décrit. Et donc, moi, je parle de combinaison et de syntaxe. Et dans son bouquin, il y a tout un chapitre sur la combinaison et la syntaxe des différentes dessus. Donc en fait, je ne fais que reprendre ce qu'elle a dit et essayer de démontrer de manière empirique ce qu'elle a déjà décrit. Donc ça, je trouve ça ultra fort. Et pour la petite anecdote, elle disait aussi que finalement, même après avoir eu une thèse, c'était quand même une femme et donc personne ne la prenait au sérieux. Ça n'avait rien changé. Soyez forte, courageuse. Ouais.
Mais c'était concernant justement cette expérience par rapport au fait qu'il y ait deux enceintes avec un mixeur, enfin, les deux types de mixage diffusés dans les deux enceintes et une seule enceinte. On sait que pour la seule enceinte, ça nous démontre que c'est de la syntaxe et c'est pas juste que comme il y en a qu'une seule, elle indique une direction et du coup le chimpanzé fait cette association parce qu'il sait que les deux cris viennent de la même direction là où les enceintes indiquent deux directions différentes, donc il ne fait pas ce lien entre les deux situations, enfin les deux contextes en fait. C'est une hyper bonne question et un truc que je me serais arraché les cheveux si j'y avais pas pensé avant. Mais du coup, on a fait en sorte que le dispositif réponde à tes problèmes. Donc, on a la séparation des haut-parleurs et tout, elle n'est pas faite au hasard. Elle est faite de manière à ce que ce soit. Euh, donc, déjà, l'arbre et les haut-parleurs sont invisibles des chanteurs, donc ils ne peuvent pas savoir exactement ce qui se passe. Ils sont obligés d'aller voir. Donc, peu importe dans quelle situation. Et on a placé le parleur du fait que ce soit crédible que les chimpanzés parlent du même événement. Donc, ils sont orientés vers la même chose, vers la même source. Et ils sont aussi de manière. C'est pour ça aussi qu'on les a mis en hauteur et pas écartés, parce qu'on s'est dit que si on les écarte, les chimpanzés qui ne voient pas la situation peuvent se dire que ben voilà, c'est écarté de 10 mètres l'un à l'autre, donc ils ne parlent pas de la même chose. Alors qu'un serpent, s'il est en haut de l'arbre ou en bas de l'arbre, tu parles du même serpent qu'est le sol. Donc c'est pour ça qu'on fait ça gratuit. Mais effectivement, c'est hyper important de prendre tout ça en compte. Et c'est aussi la critique que j'ai avec les mésanges, c'est que les haut-parleurs sont beaucoup séparés. Et du coup, tu peux dire, surtout les oiseaux, tu vois, d'un oiseau dans un arbre à un endroit et l'autre qui est à l'opposé de l'arbre, potentiellement, tu parles de deux choses différentes. Et donc, potentiellement, tu n'as rien démontré. Mais c'est quand même une expérience qui est ingénieuse et j'ai pris après. Voilà. Mais oui, c'est hyper important. Ouais. Par rapport aux travaux passés de votre collègue sur les bonobos, est-ce que vous avez déjà des différences de réaction des chimpanzés En fonction des contextes et tout ça, pour l'instant, alors en fait, non. Pour la simple bonne raison que j'ai pas encore pu implémenter sa méthode, pour la simple bonne raison que c'est un clusterfuck de ouf, c'est hyper compliqué. Enfin, en gros, à chaque vocalisation, elle a 350 cases qu'il faut qu'elle coche. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui boit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se gratte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Est-ce qu'il y a un renard? Est-ce qu'il y a un 350. Et donc, en fait, c'est archi difficile. Donc, moi, je ne le fais pas et j'envoie des gens comme Clément le faire à ma place. Et donc on n'y arrive, on n'y est pas encore. Mais c'est l'objectif, mais c'est genre plus 5 ans, quoi, ça arrive évidemment. Ouais, parce que c'est une balance. À propos des bonobos, vous disiez que théorie, ils n'avaient pas de syntaxe. Et que ça venait de. Mais est-ce que ça peut pas être quelque chose qu'ils ont perdu? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, pour distinguer les deux hypothèses, on a besoin de savoir si ça chez les gorilles, chez les orang-outans et chez les souris. Mais là, en l'occurrence, l'absence de dépendance non adjacente chez les bonobos, on met plutôt ça sur le compte qu'on s'est planté, plutôt qu'ils ne l'ont pas vraiment. Parce qu'on a vu que dans la production naturelle de ces individus, il y a des dépendances non adjacentes. Enfin, parce que, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a fait l'expérience sur des dépendances adjacentes et non adjacentes. Et les bonobos ne sont même pas capables de comprendre notre expérience en dépendance adjacente. Ce qui est super simple, et ce que Mélissa a montré qu'ils étaient complètement capables de combiner deux cris ensemble et d'en faire de la syntaxe non triviale, compositionnelle. Donc on a juste planté quelque part après. Mais bon, peut-être qu'effectivement, ils ne l'ont pas, et s'ils ne l'ont pas, ça peut être de la cohérence, ou ça peut être qu'ils l'ont perdu. Et pour distinguer les deux, on a besoin de données chez les autres espèces. Ouais. Est-ce qu'on retrouve des syntaxes plus complexes chez d'autres espèces? Si on regarde ailleurs des espèces peut-être même plus éloignées, Oui. En fait, alors, chez les chimpanzés, peut-être que c'est beaucoup plus complexe. On a des cris, on a des séquences qui font 6 cris.
Mais c'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller dans ce niveau de complexité. Par contre, on sait que chez d'autres espèces, il y a des niveaux de complexité qui sont déjà supérieurs chez d'autres espèces de primates, mais chez d'autres espèces, par exemple chez des oiseaux aussi. Un exemple que j'aime bien, pas nécessairement dans la complexité de syntaxe, mais dans la complexité combinatoire, c'est oh, la calotte brune. C'est le Chestnut Crowned Babbler, c'est un oiseau en Australie. Le langage humain, je vous ai dit, c'est un truc génératif infini. Donc on a une capacité de produire des nouveaux messages à l'infini, machin, et c'est dû à la syntaxe. C'était un peu un raccourci, pour faire simple. En vrai, c'est pas dû à la syntaxe uniquement. C'est dû à notre double articulation de notre langage, où on combine des unités qui n'ont pas de sens en unités porteuses de sens, on recombine en unités en structure plus complexe. Donc, unité qui porte un sens et structure plus complexe, c'est des mots en phrase. Et en dessous, on combine des phonèmes en B-A-T, bat, et on change, ça fait table, des trucs comme ça. Et donc, cette double articulation, on l'a retrouvée chez une seule espèce, les oiseaux d'Australie. Et donc, il y a d'autres espèces qui ont des systèmes combinatoires similaires au langage, qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on observe chez les chimpanzés, parce que la phonologie, c'était pas avant la syntaxe, c'est la phonologie. Soit il n'y en a pas du tout chez les chimpanzés, soit on ne sait pas la reconnaître. On parcourt. Alors, j'avais quand même préparé une slide, mais je l'ai enlevée, mais je me suis dit que ça ne vous intéressait pas. Alors, avant mon master, on va d'ailleurs aller avant le master, j'ai fait une licence de philosophie des organismes, nul autre que celle-là. Après ma licence, enfin, à la fin de ma licence, je ne savais pas quoi faire. J'étais paumé, en gros. Je ne sais pas si certains d'entre vous certaines d'entre vous vont se reconnaître. Mais donc, je ne savais pas quoi faire du tout. Et donc, j'ai fait une année sabbatique. À l'époque, les césures, ça existait. Je ne suis pas si vieux que ça, mais ça existait bof. Et en tout cas, j'ai demandé à plein de profs et tout ça. Ils étaient genre, tu vas pas faire une césure, gna gna gna. Tu reviendras jamais en master, tu seras jamais pris, blablabla. Et donc, j'ai dit fuck, je me barre quand même. Et donc, j'ai fait une année sabbatique pour des raisons aussi personnelles, parce que, bref, on va pas rentrer dedans, mais anyway, je me suis dit, ouais, il faut que j'aille autre part. Et donc, j'ai fait une année sabbatique en Afrique du Sud pour essayer de comprendre ce que je voulais faire, en fait. Et donc, j'ai réussi à trouver 2 stages sur les 2 trucs où je me posais des questions. Un premier stage en conservation où je m'occupais de guépards issus du commerce illégal notamment, et je les réhabilitais pour les réintroduire ensuite. Là, j'ai trop kiffé ma life. Et j'ai fait un autre stage de recherche où j'ai étudié le comportement parental et alimentaire de sternes huppés des oiseaux marins. Où là, j'étais genre de 6 heures du mat à 22 heures sous une tente en plein milieu de la colonie à observer avec des jumelles. Là, j'ai moins kiffé ma life en vrai. À faire pipi derrière la tente parce que c'était tout le monde, hein, c'était horrible. Et donc, j'étais là, la recherche, elle est mort. Je veux faire de la conservation, je veux faire des câlins au départ toute ma vie. Là, me lever à 4 heures du mat, ça ne posait pas de problème, comme par hasard. Et donc, voilà, j'ai fait ces 2 trucs en Afrique du Sud, j'ai trop kiffé et je me suis dit, trop bien, je rentre à Rennes en conquérant. Je fais un master patrimoine naturel et biodiversité de Rennes. Oui, j'ai loupé la deadline d'une semaine. Donc, j'ai pas pu faire ce master et je me suis inscrit au master CH, comportement animal et humain. Donc, c'était pas du tout ce que je voulais faire de base. Et au final, j'ai pas du tout regretté et c'était un acte manqué, je pense. Parce que il y avait quand même pas mal de. Enfin, quand je me baladais avec mes guépards, là, ils n'arrêtaient pas de piapiailler, je ne savais pas ce qu'ils disaient et je me posais toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire, quoi? Et donc, au final, au master comportement animal et humain, je me suis dit, bah, je veux comprendre la communication animale. Et donc, c'est pour ça que pour ma première année, j'ai fait un premier stage sur la communication des chevaux et comment certaines vocalisations, notamment le snort, l'ébrouement, c'est un indicateur acoustique de bien-être positif.
Donc voilà, j'ai bossé là-dessus. Ensuite, pendant mon Master 2, bah voilà, j'avais quand même pas oublié les guépards et je kiffais trop. Donc je voulais rebosser avec les guépards. Donc j'ai fait en sorte de faire un stage de nouveau en Afrique du Sud avec les guépards pour essayer de comprendre leur communication vocale. Là, j'ai de nouveau trop kiffé. Et à la fin de ce master, il y a une étudiante qui était en thèse, qui est devenue ma pote maintenant, qui a soutenu sa thèse. Et donc moi, j'étais en stage au labo à Rennes, là. Et donc j'ai assisté à cette soutenance de thèse. Et yeux écarquillés et oreilles tendues, elle parlait de syntaxe chez les mômes de Campbell en Côte d'Ivoire et les Sarcopithèques et tout ça. Et j'étais là, genre, my God, c'est trop stylé. Et elle parlait voilà, des origines de l'évolution du langage, etc. J'étais là, genre, ouais, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est soit ça, soit bosser sur une thèse avec les guépards. Donc, je voulais faire une thèse, hurrah, parce que je pensais que je voulais pas faire de recherche, mais finalement, je voulais. Et donc, je voulais faire une thèse soit sur les guépards, soit sur ces questions-là. Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire une thèse à Zurich, du coup, sur les chimpanzés, qui est venue à moi un peu par hasard. Enfin, j'ai demandé, en gros, j'ai contacté Simon Townsend en lui disant, je vous kiffe trop, je veux bosser avec vous. Il m'a dit, j'ai pas de boulot, mais j'ai une thèse. Je lui ai dit, je la veux quand même, et il m'a filé la thèse. En gros, j'ai quand même postulé. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, j'ai fait ma thèse. Ah non, avant, bah, pendant que je galérais à demander à Simon, machin, j'ai fait un poste d'assistant de recherche. J'en ai fait deux d'ailleurs, j'en ai fait un à l'INRA sur les comportements agressifs des cochons. C'était chouette, mais vraiment déprimant parce que l'INRA de Saint-Gilles, je vais balancer, mais l'INRA de Saint-Gilles, c'est supposé être la référence en France du bien-être porcin. Voilà. Donc là, je me suis dit, je ne veux pas faire ça. Et donc j'ai fait un autre stage, enfin un autre poste d'assistant de recherche en Afrique du Sud encore, parce que je kiffais vraiment ce pays à cette époque. Et donc j'ai bossé sur les dialectes chez les étourneaux à ailes blanches en Afrique du Sud. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, je faisais péter le champagne en Afrique du Sud parce que j'avais eu ma thèse et que j'ai commencé en janvier 2018. Et donc là, j'ai passé 4 ans super, où j'ai fait ma thèse que je vous ai présentée, là, les 3 chapitres, en Ouganda, à Zurich. Après ça, j'ai vu que Simon Townsend, mon directeur de thèse, est une personne absolument géniale. Il m'a dit, te stresse pas. Ma thèse que j'ai fait en 4 ans, parce qu'il m'a dit, te stresse pas, ta thèse en 3 ans, c'est trop difficile. On l'a fait en 4. En vrai, quand on fait plus de 2 ans de terrain pour faire des fucking expériences de repasse, il faut 4 ans. Donc j'ai fait ma thèse en 4 ans. En Suisse, j'étais enfin plus pauvre. Donc ça, c'était chouette. Oui, Afrique du Sud, tout ça, prêt à la banque, machin. On peut en parler si vous voulez, parce que je pense que certaines personnes pourront se reconnaître aussi. Donc après ma thèse, voilà, donc il me dit, bon, t'inquiète, on fait pas 3 ans, on fait 4 ans. Et puis après, il me dit, t'inquiète, finis ta thèse tranquille. De toute façon, je te prends en postdoc 1 an après pour histoire que voilà, ça soit smooth et que tu te prennes pas la tête. Donc j'ai fait un premier postdoc avec Simon à Zurich où j'ai fait le travail sur les bonobos avec les dépendances non adjacentes. Donc ça, c'était 1 an. Et après, j'ai fait un postdoc à Paris, à l'ENS, où là, j'ai fait le travail sur la compositionnalité non triviale, où ils m'ont arraché les cheveux parce qu'ils étaient en train de m'expliquer qu'en fait, tout ce que j'avais fait pendant ma thèse, c'était de la grosse merde. Donc voilà, bienvenue en linguistique. Mais c'était en vrai hyper enrichissant et je continue de bosser avec eux sur d'autres sujets, notamment retracer le répertoire ancestral des grands singes. Stay tuned sur Blue Sky. Euh, Et du coup, donc voilà, j'ai fait mon postdoc à Paris et en fait, au milieu de ce postdoc-là, qui était censé être de 2 ans, donc même au quart de ce postdoc-là, il y a eu un poste de maître de conférence qui a été annoncé à Ethos à Rennes. Et je me suis dit, oh, bah, je vais quand même postuler au cas où, on ne sait pas. Puis au moins, ça me fera un petit exercice pour quand je voudrais vraiment un poste. Parce que c'était vraiment tôt dans ma carrière et je me suis dit que j'aurais jamais de poste. J'ai postulé et j'ai eu le poste. Donc j'ai eu de la chance, beaucoup. Et donc maintenant, je suis maître de conférence à l'Université de Rennes où je bosse sur la linguistique animale. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je suis ouvert à tout, ouais. Est-ce que tu aurais des conseils ou des points clés à nous donner Par rapport pour à... avancer dans la vie, notamment de Ouais, ouais.
Le premier conseil, en vrai, et je pense que c'était super mal parti, c'est de construire un réseau. En vrai. Genre, le mot-clé, c'est réseau. Si tu veux avancer dans la vie, comme tu dis, que ça soit en recherche ou ailleurs, vous y arriverez pas sans réseau. Et le réseau, ça commence aujourd'hui avec votre réseau de, deux trucs. Avec votre réseau de profs, etc. Vos stages, ça vous fait des réseaux. Allez ailleurs, allez voir ailleurs, allez voir d'autres labos si vous voulez continuer en recherche. Si vous voulez faire autre chose et aller dans des bureaux d'études ou aller dans le privé où on s'en fout, allez justement faire des stages chez eux pour vous ouvrir des opportunités d'emploi derrière. Le réseau, c'est le conseil numéro un. Et ne vous bloquez pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais il y a des choix. Et si vous choisissez de rester en France, ça réduit énormément les opportunités. C'est OK, il y a plein de monde qui décide ça, mais c'est difficile de continuer en milieu académique si on veut rester en France. Voilà, je throw that out there. Il y a un autre truc qui est hyper important, c'est que le réseau, c'est pas juste les gens en haut, c'est aussi tout autour. Et notamment en master, mais même en licence, mais surtout en master, c'est hyper important les contacts que vous faites entre gens du master, parce que vous allez garder contact les uns avec les autres. Et moi, maintenant, et donc, bah, moi, maintenant, je suis maître de conf et je peux donner des postes, en fait. Et donc, j'ai des potes. Et donc, mes potes, je leur dis, viens, j'ai 100 000 euros cette année, tu veux pas bosser sur un truc? Enfin, tu vois, c'est con, mais c'est comme ça que ça marche. Parce que aussi, non mais, attends, mais c'est pas juste, je prends pas juste mes potes parce que voilà, mais je prends mes potes parce qu'avec le des fucking science et qu'elle est brillante, etc. Évidemment, il faut bosser, mais je veux dire, le réseau fait que ça permet de se créer les opportunités. Et sans le réseau, on n'y arrive pas. Et donc, voilà, le réseau, c'est vertical, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup horizontal. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, peut-être c'est le conseil à retenir absolument et tu te débrouilles très bien, donc tu vas être bien parti. Ouais. Vous avez zappé la deadline et vous avez quand même expliqué en master K, alors que personne actuellement est. Ah ouais, mais alors, pour le coup, là, je lève ma casquette de vieux, même si ça me fait mal au cul, mais c'était pas la même époque. La sélection se fait en master 2. Et donc, en fait, moi, quand j'ai loupé la deadline du PMB, j'ai été pris en CH, mais il y avait 80-90 étudiants en M1. Et alors, je ne sais pas si je devrais vous dire ça, parce que ça vous fout la peine, mais si je devais reprendre mon dossier de l'époque pour postuler au CH de cette année, je pense que je ne l'aurais pas. C'est devenu ultra compétitif. Je ne l'aurais pas eu en M1. Après, j'ai explosé tous les scores, j'aurais fait évidemment. Mais en vrai, voilà, la réalité est différente aujourd'hui et c'est horrible. Vraiment, je trouve ça nul. Et en plus, du coup, vu que je suis là aujourd'hui, ça me lance un peu des plans. C'est juste que, bah, évidemment, si je suis là aujourd'hui, ça veut dire que j'avais ma place en master. Et donc, ça me tue, en fait, de voir qu'aujourd'hui, les sélections sont. En fait, on a 800 candidatures. Et donc, la première chose qu'on fait pour virer la moitié des candidatures, c'est une sélection sur notes. Et les notes, c'est de la merde. Moi, j'étais nul en licence, enfin, voilà, je suis pas nul, mais j'étais moyen. Voilà, j'étais moyen. Enfin, moi, je sortais pas du lot. Et donc, je pense que c'est une connerie de sélectionner sur les notes, mais en fait, on est tellement blindé de candidatures qu'on n'a pas le choix. C'est nul comme réponse, j'en ai conscience. Ouais. Du coup, puisqu'il y a des différentes méthodologies, on va privilégier les candidatures de personnes qui ont fait une licence de biologie par rapport à des gens qui ont fait une licence de psychologie. Nous, en L1 CAH, ou en Master 1, Master 2, on a enfin, il y a des gens qui viennent de psycho, des gens qui viennent de bio. Par contre, on va exiger des enseignements en écologie. Dans le CAH, je ne sais pas pour les autres, mais en CAH, on va faire. Donc, on exige un enseignement en licence en écologie, mais ça peut être juste une UE d'un semestre, une heure, je s'en fous, tu vois, mais juste une première base. Donc, en fait, ça nous permet de nous assurer que les étudiants savent un peu vers quoi ils vont. Et pas juste qu'ils vont vers un master d'écologie sans vraiment savoir ce que c'est la discipline.
et donc regretter d'être venu, et donc prendre la place de quelqu'un. Mais par contre, les étudiants en psycho apportent une vision aux étudiants en bio, qui sont quand même majoritaires, qui est hyper riche. Et donc ça, on ne le changera jamais. J'ai l'impression que travailler aussi avec une personne qui sont plus disciplinée sur la promotion sociale, par exemple la défense. Ouais, et bien, après, étonnamment, les linguistes n'ont pas envie de venir chez moi. Mais oui, oui, je suis d'accord. Enfin, c'est hyper interdisciplinaire en fait. Je pense que chaque master devrait l'être. Et le nôtre, il a aussi, mais on accepte aussi à côté. Ouais. Est-ce que vous collaborez avec d'autres labos d'éthologie au niveau européen? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en conseiller par rapport aux études? Ouais. Un gros master avec lequel on collabore beaucoup. Alors, moi, pour mes recherches, je collabore beaucoup avec Zurich. Ils ont un master en éthologie qui est super, sauf que c'est Zurich. Donc, c'est super cher. Donc, c'est chiant. Il y a des masters à Neuchâtel, à Genève, en Suisse. Donc, c'est pareil, c'est la Suisse, donc c'est un peu cher, mais c'est moins cher qu'à Zurich quand même. Et surtout, c'est francophone, donc c'est un peu plus facile. Euh, il y a plein de masters au Royaume-Uni, mais en tant que non-européen, on va payer des frais d'inscription de blinde. Donc moi, je bosse surtout dans ces pays, enfin en collaboration avec ces pays-là, et après c'est aux États-Unis et tout ça, donc on n'en parle pas. Par contre, au niveau pédagogique, on collabore beaucoup avec des masters genre à Vienne, à Bruxelles, mais surtout à Vienne. Bruxelles, c'est un peu moins fort en éthologie. À Vienne, il y a un vrai master d'éthologie fort, entre guillemets, de renom. Et en vrai, en France, il y en a d'autres. Il y a un master à Paris, un master à Paris qui est assez similaire au nôtre. Donc le nôtre, il a quand même la particularité appréciée plus tard quand si tu veux faire de la recherche, notamment surtout pour l'aspect recherche en fait. Le nôtre, il est apprécié parce qu'on a beaucoup de pratiques, même si les étudiants souvent et étudiantes trouvent que c'est pas assez, mais on en a beaucoup par rapport à d'autres. Et donc ça, c'est apprécié pour ensuite quand tu vas faire une thèse, parce que par exemple, les gens savent que sur le terrain, tu vas te débrouiller, que tu vas pouvoir suivre tes chimpanzés, machin. Donc le nôtre, il a cette particularité-là. Mais à Paris, il est assez similaire avec un peu moins de pratique, mais quand même. Il y en a un à Strasbourg qui est vachement neuro, mais qui est hyper réputé aussi. Il y en a un à Saint-Étienne, mais là, c'est vraiment bioacoustique plus qu'éthologie. C'est quand même intéressant. Il y en a un à Marseille, je crois. Toulouse, ouais, il y en a un à Toulouse où là, c'est plus physio. Neuro aussi. Ah oui. Demandez à l'aube, en vrai, et ça vaut mieux. Ouais. Donc, voilà. Mais il y en a plusieurs en vrai, et si vous voulez aller à l'étranger, c'est possible. Je sais qu'il y en a aussi, alors il y en a par exemple aux Pays-Bas, il y en a en Europe de l'Est, mais que je connais moins en fait. On allait le voir. Ouais. Non, mais c'est plus quand tu me parles du livre. De? Du livre quand ils nous parlent. Ah, quand les animaux prennent la parole. Alors, je l'ai toujours dans mon sac pour faire ma promo. Si ça vous a intéressé, je dégaine avec un collègue. On a écrit ce bouquin qui est à destination du grand public aussi. Donc, c'est un bouquin de vulgarisation qui s'appelle Quand les animaux prennent la parole, aux éditions Apogée, que j'ai coécrit avec mon collègue Alain Lemasson. Et donc, on parle en gros des capacités linguistiques chez les animaux. Donc, ça va bien au-delà des primates. On parle des cétacés, des oiseaux, des suricates et autres. Et on parle de bien plus que de la syntaxe. On parle des capacités d'imitation, de l'intentionnalité, des tours de parole, des conversations, de la sémantique, etc. Donc, si ça vous intéresse, achetez-le. En plus, ça me fera 0,02 centimes par bouquin acheté, donc je vais devenir riche. Mais non, mais sans blague, je pense que c'est. En tout cas, les retours que j'ai eus disaient que c'est
assez bien vulgarisé sans que ça soit trop simple non plus. Donc, c'est à peu près, je pense, dans la bonne catégorie dans laquelle vous voulez se situer. Et si vous avez la flemme d'acheter le bouquin, ou que, comme moi, à votre époque, c'est 12 euros, donc voilà, c'est pas très cher, mais quand même, moi, je ne vais pas acheter. Donc, si vous voulez, si vous voulez, on a une conf grand public à l'Espace des Sciences avec Alban le 18 novembre, si vous voulez venir. Inscrivez-vous. Merci beaucoup, Maëlle, pour cette belle conférence. Je voulais seulement vous inviter tous et toutes à suivre l'Aube sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et Blue Sky alors? Bientôt Blue Sky, ça arrive. N'hésitez pas aussi à nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association 3 euros. On vend aussi des stickers, on les fait les dons. Voilà. Donc, merci à tous d'être venus.